de monter en compétence. Choisissez ce qui vous plaît le plus. Parfait, l'enregistrement a commencé. Donc, je vous souhaite à nouveau très formellement la bienvenue dans cet atelier, dans cet accompagnement, où on va parler du marché de sécurité privée de Paris 2024 qui a été lancé il y a 11 jours maintenant, et officiellement sur Maximilien, et pour lequel on s'était vu à pleine commune vendredi dernier pour une bonne partie d'entre vous. Donc le but du jour, comme je vous disais, c'est pour un certain nombre d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous répondez à un marché public. Pas nécessairement, mais peut-être que vous avez tout simplement besoin. Excusez-moi, je vérifie que ça marchait bien. Vous avez peut-être besoin de vous sentir un peu plus en confiance, de bien vous assurer que juridiquement, administrativement, vous trouvez votre compte justement dans cette forme de marché public. Voilà, donc le but, ça va être de assez rapidement présenter le marché, rappeler le contexte. Voilà, sur le fond, en vrai, sur le fond, je vais vous faire confiance. Moi, le but, c'est de vous montrer, et de toute façon, sur le fond, les missions, c'est vous qui les connaissez, c'est votre secteur d'activité. Moi, le but, ça va être entre guillemets, de vous passer les plats sur tout ce qui est juridico-administratif, technique, pour que vous puissiez, entre guillemets, avoir une sorte de to-do list administrative des choses qui sont à faire pour vous sentir en confiance et juste être zen au moment de la réponse à un marché public qui, si c'est la première fois que vous allez le faire, déjà félicitations. Bon courage parce que c'est une sacrée aventure, mais vous vous rendrez compte que c'est souvent beaucoup de rigueur et de méthodologie et que justement il faut être créatif mais aussi rentrer dans des clous, quoi. Donc c'est vraiment un pli à prendre et on va essayer lors de cette prochaine heure et demie, de vous faire prendre ce pli. Alors, petit rappel, je ne sais pas si la slide a bougé. Est-ce que la slide a bougé? Parce qu'elle a bougé sur mon écran, mais pas nécessairement sur la diffusion Non. Du webinaire. Oui? Non? Non. Bon, alors, je ne vais plus vous voir, mais c'est pas très grave. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ça commence bien. Ah, c'est bon. Ok, super. Un petit mot sur qui je suis, qui on est avec ESS 2024. Nous, ESS 2024, on est une association qui est mandatée par Paris 2024 et la Solideo pour accompagner les structures de l'ESS, mais également les TPE et les PME vers les marchés des jeux. Donc, première chose à bien comprendre de nous, c'est que ce n'est pas ESS 2024 qui fait cette demande qui fait cette demande de sécurité. C'est pas nous qui avons le besoin, c'est bien le comité d'organisation. Et nous, notre rapport avec le comité d'organisation à comprendre, c'est qu'on est un pied dedans. Donc évidemment, c'est eux qui nous subventionnent pour accompagner les entreprises rapidement. Donc évidemment, on est au courant de certains sujets, mais on est aussi un pied dehors. Un pied dehors, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les commissions d'attribution, ce qui est ce qui est bien, parce que sinon, on pourrait tout simplement pas s'exprimer dans le cadre de la passation du marché, car vous l'aurez compris, le code de la commande publique est assez... L'ordinateur est devenu fou. Le code de la commande publique est assez strict et interdit au pouvoir adjudicateur, donc c'est un terme juridique pour dire la personne qui passe le marché, que le pouvoir adjudicateur, Paris 2024, n'a pas le droit de s'exprimer hors la plateforme Maximilien, qu'on va aussi revoir, pour poser les questions. C'est pour ça que nous, on est un acteur qui existe, c'est pour pouvoir être un facilitateur à la réponse. Voilà, répondre à vos questions, sachant que nos réponses n'ont pas valeur officielle, comme pourraient avoir les réponses de Paris 2024 sur Maximilien. Nous, on est là pour vous aider à la compréhension, pour vous accompagner, faire, voilà, justement, vous assurer que sur le fond, enfin sur la forme, justement, de vos candidatures et de vos offres, tout est bon, pour vous ensuite vous laisser le luxe de vous concentrer sur le fond. Donc voilà, ce schéma, il vous indique en quelque sorte un peu quelle est notre intervention. Donc entre la publication du marché et la date de remise des offres, on travaille pour vous sur la diffusion du marché, sur l'accompagnement pour constituer les réponses. Donc ça passe. Alors, diffusion des marchés, pour ceux qui sont référencés sur le site internet, ils savent déjà. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à aller sur ess2024.org, vous balader un petit peu.
voir à quoi ça sert. Entre autres, on a une newsletter qu'on envoie toutes les semaines où on met des actus sur les Jeux Olympiques, mais surtout, il y a une sorte de mémo de tous les marchés en cours. C'est-à-dire, ça vous permet de faire le point chaque vendredi via cette newsletter sur est-ce qu'il y a des nouveaux marchés qui sont apparus cette semaine et qui pourraient m'intéresser. Et aussi, en vous référençant, on vous les envoie directement par mail, une petite synthèse, une analyse. Donc ça, vous aurez mon contact mail à la fin si je vous envoie la synthèse qu'on a faite de ce marché-là. Il n'y aura pas de souci, quand bien même, je l'ai un petit peu saucissonné dans cette synthèse tout au long de cette présentation. Chose qui n'apparaît pas nécessairement sur ce tableau, c'est qu'on intervient aussi auprès des donneurs d'ordre, dans le conseil, dans le fait de la définition de la clause d'insertion, la définition des critères de sélection pour permettre que ce soit plus des petites entreprises qui remportent. Comment on fait pour travailler les marchés de manière à favoriser l'achat responsable. Et aussi, une fois que le marché est notifié, c'est-à-dire qu'il est attribué, on peut également intervenir auprès de vous dans l'identification de sous-traitance pour vous aider à délivrer le marché si jamais il manquait une compétence, une partie de moyens humains, etc. etc. Donc, petit ordre du jour des sujets qu'on va évoquer. Tout d'abord, je vais représenter rapidement le marché de sécurité. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus, étant donné que voilà, les cahiers des charges sont plutôt bien faits, qu'il y a eu la présentation de Paris 2024 Pleine Commune la semaine dernière. Voilà, quelques rappels importants de comment ça fonctionne. C'est surtout le second temps, je pense, qui va être intéressant pour vous, c'est qu'on va reprendre certains mots qui sont apparus dans la procédure. Le fait que c'est une procédure avec négociation, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'il y ait des tranches, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'il y ait un lotissement, qu'est-ce que ça veut dire? Si mon ordinateur peut bien peut-être passer les slides tout seul. Et après, on va faire un focus sur quelques petits points un peu plus thématiques. D'abord sur la réponse en groupement. On évoquera très rapidement la sous-traitance, mais on va surtout parler de groupement solidaire qui sera la forme, vous avez vu, c'est quoi un groupement solidaire en fait, puisqu'on va vous demander de répondre comme ça. Un petit point sur la clause sociale d'insertion, enfin voilà, qui est condition d'exécution obligatoire de ce marché et qui peut amener à poser certaines questions. Et après, on fera justement une petite checklist déjà en fait, des critères sur lesquels vous allez juger et des pièces qui seront à rendre et comment en fait tout ça, ça peut s'articuler. Comment on fait pour justement être le plus précis possible dans ces candidatures vis-à-vis des critères, des critères de jugement sur lesquels on est attendu. Donc vous êtes prêts? Pas de personne n'a envie de fuir? Tout le monde est motivé? Oui, on est motivé. Ok. Alors, j'espère que les slides bougent bien chez vous, car... Non. Non. Justement, pourquoi ça ne bouge pas? Comment? Si, c'est bon, ça marche. Ça marche avec un peu de retard? Là, on est sur les 12 types de missions. Les 12 types de missions, oui. Ok, ça met juste un petit peu de temps à démarrer. Ok, ça marche. En fait, j'ai toujours la première page. Ça, c'est vraiment pas normal. Alors, comment on peut... Je vais essayer de sortir et de rentrer, sinon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il faut essayer peut-être de vous déconnecter, de vous reconnecter, parce que nous, ça défile bien, en effet. Ok. Top. Alors, du coup, on commence par présenter le marché. Donc, je ne rentre pas spécifiquement dans ces missions, hein. C'est des choses qui, normalement, sont censées vous parler. En termes d'organisation, Paris 2024, on va revenir sur les lots, mais sur chaque site, en gros, ils ont fait une sorte de liste de courses de missions de sécurité dont ils vont avoir besoin. Et voilà, du coup, vous avez peut-être l'ensemble de ces 12 capacités. Peut-être que vous êtes uniquement spécialisé sur la vidéosurveillance, excusez-moi, parce que c'est du coup plus la mission de l'apanage de la mission 2. C'est bon. Super, magnifique. Peut-être que vos spécialités, c'est plus les espaces VIP. Dans ce cas-là, ce serait plutôt les zones hospitalité, l'espace officiel, voire les zones médias. Donc 5, 6, 7. Enfin, voilà, il faut bien vous connaître avant d'aller connaître les autres pour savoir justement qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous ne savez pas faire, justement, vis-à-vis des lots, en fonction de ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas faire, savoir les compétences de qui vous avez besoin de vous adjoindre. Donc, on se fait un petit plaisir avant de rentrer dans le juridique. Je vous montre quelques photos de sites. Et en fait, pourquoi Paris a des besoins de sécurité, en fait, même si c'est une question qui se répond elle-même. Organiser les Jeux Olympiques, c'est organiser 50 championnats du monde en même temps. A fortiori, en plus, Paris 2024, dans son ambition de faire des jeux assez spectaculaires, a décidé d'investir des
des lieux, beaucoup à Paris, hein, parce que les épreuves sont concentrées, même si on est en région, on va le voir, les épreuves sont quand même concentrées à Paris et, et en Île-de-France, et a fortiori sur certains sites qui peuvent être un petit peu critiques en termes voilà, de sécurité, pourquoi pas de menaces terroristes. Donc là, on en voit déjà 2. Toutes l'esplanade entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, où il y aura le tournoi de beach volley. Également, toute la place de la Concorde qui sera fermée à la circulation pendant 1 mois, et sur lequel on retrouvera l'ensemble des sports urbains, et ce que sont les sports additionnels de Paris 2024, le breaking, le basket 3-3, qui était déjà à Tokyo, pour cela dit. Petit trou de mémoire, si mes collègues veulent compléter dans le chat sur les 4 sports qu'on trouve à la Courneuve. Le BMX freestyle. Merci Clémentine, merci beaucoup. Aussi un site, alors un enjeu aussi sur des aires urbaines un peu plus importantes. Une photo, je m'en excuse, elle est un petit peu floue, d'une image d'artiste de la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture qui est concernée par ce marché, qui partira de Pont d'Austerlitz à Paris et qui se terminera au Trocadéro. C'est à peu près un peu plus de 5 km de fleuve, avec tous les bords de Seine qui seront à surveiller. Il y a, je crois, 500 000 personnes, 500 000 spectateurs qui sont attendus. Ça s'annonce assez mastodantesque. Et l'image de droite, c'est pour le coup, c'est le village olympique où vivront les athlètes, et qu'il faudra également tout simplement encadrer, surveiller à la fois les zones des athlètes, mais aussi les zones, on va dire, de logistique, parfois, et évidemment tous les abords. Cette présentation vous sera envoyée, hein, il n'y a pas de souci. A priori, je serai dans la mesure de récupérer vos adresses mail. De toute façon, je l'enverrai aussi à tous ceux qui ont rempli le tableau. C'est donc peut-être l'occasion de vous rappeler que ce tableau existe et de vous le remettre dans le chat. Et on peut reprendre. Un troisième site, enfin d'autres sites qui sont un peu plus, entre guillemets, loin dans la Seine-Saint-Denis, voire hors Seine-Saint-Denis. Donc, photo encore floue, et je m'en excuse, c'est tout ce qui entoure le parc des expositions du Bourget qui sera opérationnalisé pendant les Jeux. Il y aura le centre des médias, il y aura le site d'escalade un petit peu plus par ici, même si c'est pas s'il est concerné par le lot. Dans le parc Jean Valvon ici, il y aura le futur stand de tir de la Courneuve. Et à droite, c'est à Vers-sur-Marne, la fameuse la base nautique de Vers-sur-Marne, sur laquelle on retrouvera les épreuves d'aviron, mais également le canoë-kayak. Et ainsi, voilà, pour pas qu'on se fasse trop traiter de Parisiens, je vous montre aussi évidemment quelques opportunités qu'il y a en région. À droite, c'est la base nautique du Roucas-Blanc à Marseille, sur lequel il y aura les épreuves de voile. Et à gauche, la liste des sites qui sont concernés par le tournoi de football. Donc, il y aura également en région, notamment si vous avez des bureaux en région ou si vous êtes vous-même en région, des épreuves. Il y a aussi concerné par ce marché, n'apparaissant pas sur cette slide, le stade Pierre-Mauroy à Lille, qui pour l'instant accueillera le tournoi de handball. C'est des discussions qui sont toujours en cours. Donc, on a vu les 12 missions. On a vu un certain nombre de ces sites, qui seront au nombre de 32, hein, les sites de compétition ou d'événementiel qui sont concernés par ce marché, et qui sont couverts par 152 lots. Donc, on va revenir un petit peu plus tard sur la définition des lots, mais dans l'idée, vous comprenez, je pense, un petit peu mieux maintenant ce qui est attendu de vous. En fait, c'est une sorte de... sur chaque site, je vais avoir besoin, en l'occurrence, sur le Grand Palais, l'opérateur du lot 23, c'est la personne exclusive qui va s'occuper des accès, du filtrage piéton, de la palpation. Et ils vont s'adjoindre une autre personne qui devra faire pour le coup les 2 missions, la 4 et la 10. Enfin, voilà, ils font leur liste de courses via ça. Est-ce que le fonctionnement de ce lot, ça vous... Il y en a qui s'interrogent sur ce fonctionnement? Je définirai un peu plus tard c'est quoi l'allotissement, mais... Moi, j'avais noté en fait en lot, enfin j'avais stabiloté. C'est le lot numéro 20, le Grand Palais. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Les lots qui vous intéressent, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'après, bon, j'avais des petites questions par rapport à. Parce que dans l'émission, des fois, il y a des spécificités, nous, les sociétés, à avoir, dont, je veux dire, l'habilitation pour les palpations. Enfin, donc voilà, il y a plein de petites questions
par rapport au lot où je me posais la question, où il faudra peut-être nous éclairer. Parce que des missions, OK, on peut prendre, mais par rapport à la date des jeux et à l'obtention peut-être des agréments du CNAPS, ça prend du temps. Très bien, ouais, alors sur les questions un peu plus individuelles, j'allais dire personnelles, mais enfin, voilà, sur les cas individuels, on pourra en parler aussi en bilatéral, hein, vous aurez nos contacts à la fin. Notre équipe se tiendra disponible. Vous l'avez d'ailleurs dans le tableau, hein, j'insiste, je fais la pub. Nos contacts sont dans le tableau de moi et de mes collègues en charge de la relation entreprise. Mais en tout cas, voilà, moi ce que je voulais savoir, c'est sur ce principe en fait du saucissonnage qui vous permet de vous positionner en théorie à la fois sur les compétences qui sont les vôtres et sur les aires géographiques qui vous arrangent. Il n'y a pas de problème de votre côté. Ouais, moi, je serais plus, moi, je serais plus sur Vers-sur-Marne, puisque je suis à côté. Je suis à Meaux, je suis à côté de Chelles, et Chelles, c'est Vers-sur-Marne. Donc, je suis vraiment allé à moins de 15, même pas 10 bornes, même pas. Ah c'est ça la logique, c'est vraiment, je suis très très intéressé pour répondre au Ouais. marché de Vers-sur-Marne et éventuellement, Ouais. s'il y a d'autres sites qui m'intéressent, je suis à l'écoute de ce que Bien sûr, d'autres peuvent bien me sûr. proposer. Top. Bien sûr. Alors, on enchaîne un petit peu. Présentation d'un site qui bug en ce moment. Vous l'aurez peut-être vu, vous avez peut-être du mal à accéder au lien, notamment si on vous Oui. dit veuillez cliquer sur ce lien. Donc voilà une petite to-do list sur comment on peut le retrouver de manière manuelle. Parce que voilà, on a beau essayer de contacter Maximilien depuis 2 semaines. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué à solutionner visiblement. Donc, vous pouvez utiliser la recherche rapide. Donc, pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas encore réussi à télécharger le dossier, n'hésitez pas à aller sur le site. Là, on va faire assez rapidement. En théorie, vous pouvez le retrouver en 2-3 minutes en suivant ces quelques règles. Première chose à faire, c'est toujours de s'identifier. Vraiment, ça j'insiste, s'il y avait une chose que vous devez retenir peut-être de cette matinée, de cette formation en règle générale, c'est identifiez-vous lorsque vous téléchargez les documents. Il va y avoir beaucoup de questions. Il peut y avoir des modifications du dossier par Paris 2024 jusqu'à 6 jours avant le dépôt des offres. Et vous ne serez pas au courant de ces modifications-là. Vous ne serez pas au courant et vous ne serez pas destinataire des questions-réponses qui sont partagées à tout le monde si vous n'êtes pas identifié, parce qu'ils n'auront pas votre adresse mail, en fait, tout simplement. Donc vraiment, c'est très important de vous identifier lorsque vous allez télécharger. Donc pour le retrouver sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur. Donc là, c'est comme si c'est une capture d'écran, mais c'est comme si je l'avais fait. Cliquez sur Avis. Vous pouvez utiliser la recherche rapide en utilisant la référence, c'est le plus simple. Ou alors le mot-clé sécurité. Il y a une vingtaine, je crois, de marchés actuellement sur Maximilien, j'avais vérifié hier soir, qui répondent à ce mot-clé. Et du coup, voilà, vous pourrez le retrouver dans la liste, mais en mettant la référence, ça renverra quasiment exclusivement sur le marché de Paris 2024. Vous pouvez aussi utiliser la recherche avancée et rechercher tous les marchés publiés par Paris 2024. Il y en a 12 en cours, et du coup, bien évidemment, celui de la sécurité sera dans la liste. Une fois que vous avez fait cette première étape, normalement, vous arrivez sur une sorte de liste dans laquelle vous verrez notamment ça. Donc ça, c'est l'annonce de consultation, c'est ce qui dit et les copains et les copines, il y a ce marché qui existe. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir ça. Maintenant, il faut cliquer sur ce bouton-là qui vous emmène ensuite vers vraiment la page de la consultation sur laquelle on trouve tous les services liés à la consultation. Donc, je m'excuse pour les traits qui sont très enfantins. Tout à droite, vous pouvez télécharger le dossier de consultation en vous identifiant, hein, j'insiste, c'est très important. Il y aura le même espace pour poser vos questions. Donc ça, les questions, vous pouvez vous partager à nous vos interrogations, voilà, venir nous parler de vos stratégies, venir nous parler d'entreprises avec lesquelles vous aimeriez mettre mise en relation. Mais si vous avez vraiment une question très très technique, notamment justement par exemple sur ces agréments, agréments, certification professionnelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, le CNAM, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est le CNAPS, voilà. Peut-être la question, il faut poser, et ce seront les opérationnels chargés de la sécurité pour Paris 2024 qui répondront. Donc notamment sur cette question-là, c'est dire est-ce qu'on peut répondre sans l'avoir en anticipant être agréé dans un an au moment où le recrutement commenceront. Voilà. Sur ces questions-là très techniques, sur des questions que vous posez sur comment ça fonctionne vraiment ce marché en termes d'organisation des missions, c'est ici qu'il faudra poser. Si vous avez plus des questions d'ordre juridique de fonctionnement, c'est plus nous vous pouvez compter sur nous pour qu'on éclaire tout ça. Et il y aura ici l'espace de dépôt, mais ça, je vous inviterai à le faire dans un second temps. Petite information, même si ça c'est pas affiché, vous verrez sur le site de Maximilien, il est possible de faire des tests de dépôt. Ça prend parce que voilà, il faut que en termes de de formation, l'heure enregistrée pour le dépôt, c'est l'heure de dépôt du dernier octet qui aura été déposé. Donc si vous commencez à déposer votre offre à 11h59 alors que la date limite c'est midi,
enfin que l'heure limite c'est midi, vous pouvez être assez certain que ça risque d'être déposé à 12h01 et du coup de ne pas être pris en compte, ce qui sera assez triste. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de anticiper, prendre au moins 1 heure en avance pour le dépôt. A priori, si vous êtes encore en train de finaliser vos documents dans les minutes avant la date limite, c'est que c'est plutôt mal barré. Et surtout, je vous invite à pourquoi pas utiliser les outils que vous offre Maximilien directement sur leur site pour tester votre configuration, pour faire un dépôt blanc, en fait, tout simplement. Alors, on va passer à la partie un petit peu plus juridique, administrative, si je puis dire. Comme je vous disais, là, je vais essayer de faire une sorte de ping-pong, en fait, entre des éléments, entre voilà, des points, des focus sur le marché et son fonctionnement, des points de procédure, des points administratifs, et des points d'apport de connaissances sur qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon, qui vous servira in fine pour la vie, pour vos autres marchés de sécurité. Donc moi, en fait, tous les éléments que je vais vous présenter qui seront sous la forme de cette slide, il y aura les slides avec juste le trait en bas, c'est les éléments tirés du CCTP et du RC, je redéfinis après ce que c'est. Et lorsque les slides comme la suivante, ici, sont entourés, c'est plus des éléments de formation. Donc ça, c'est plus pour votre compréhension de comment ça va fonctionner. Alors, premier rappel de formation, un marché public, c'est un contrat. C'est un contrat, sauf que c'est un peu un contrat comme un autre. C'est juste, l'acheteur public a un besoin, en l'occurrence Paris 2024 a un besoin de sécurité. Il cherche les personnes qui vont satisfaire ce besoin. Sauf que dans un marché public, vu qu'on parle d'argent public, c'est pas comme une entreprise qui peut sélectionner qui elle a envie, juste de demander un devis et si le devis lui convient de dérouler. Dans le cas d'un marché public, pour justifier la bonne utilisation de l'argent public, c'est la procédure de mise en concurrence qui justement est très encadrée, pour que l'argent public, enfin, que les marchés soient attribués aux meilleures entreprises qui sont, comme on le dit, économiquement les mieux disantes, c'est-à-dire qui ont le mieux répondu sur l'ensemble des critères qui leur étaient demandés, que ce soit le prix, la valeur technique, etc. etc. Ah, excusez-moi, je fais entrer une personne dans la salle. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, les éléments que je vais vous mettre en avant sont tirés de 2 documents, enfin 3 documents même qu'on retrouve dans ce dossier, que sont le CCTP et le RC. Donc ça, c'est des pièces qui sont constitutives de ce qu'on appelle un dossier de consultation des entreprises. Et je vous explique ce que c'est après un DCE, mais je voulais surtout vous alerter et ne paniquez pas. Il y a beaucoup d'acronymes dans les marchés publics. On va en retrouver. Là, le plus important à connaître aujourd'hui, ce sera le RC pour règlement de consultation et CCTP qu'on va voir juste après pour cahier des clauses techniques particulières, qui est un mot, une manière compliquée et juridique de dire cahier des charges. Donc voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus. Il y a beaucoup de jargon, il y a beaucoup aussi sur Internet d'infos. Hein, il y a des sites qui font vraiment des glossaires de marché public, donc vous pouvez retrouver tout ça. Mais voilà, le but aussi du jour, c'est que pour les plus importants d'entre eux, je vous explique ce que ça veut dire. Parce que l'important, c'est pas de retenir techniquement les acronymes, c'est de savoir, une fois que vous êtes devant, à quoi ils servent. Enfin, les documents auxquels ils renvoient, à quoi ils servent. Donc, quelles pièces vous pouvez retrouver dans ce DCE? Donc déjà, dans ce DCE, donc c'est Paris 2024 qui passe ces marchés. Hein. Paris 2024, ils sont soumis au code de la commande publique, ils se sont soumis au code de la commande publique, sauf que en application d'un article que je ne vais pas vous citer, Paris 2024, ils dépendent fortement du CIO, et notamment le Comité international olympique, et ils ont un certain nombre de leurs financements qui viennent de l'international. Et il y a une règle dans le code de la commande publique qui dit que si plus de 50% du montant du marché est financé par un organisme international, entre autres, il y a un certain nombre de règles dont ils peuvent s'affranchir, notamment sur quelles pièces on retrouve dans un dossier de consultation. Là, ils ont fait un dossier de consultation un peu plus light par rapport à ce qu'on peut retrouver d'habitude, parce que ce qu'on peut retrouver en général, il y a vraiment, ce qu'il faut comprendre du DCE, c'est que c'est le nom technique d'une coquille qui regroupe tous les documents utiles à la bonne compréhension du marché. Il peut y avoir plusieurs DCE dans un même marché. Là, ça va être le cas. Dans ce marché, vous aurez compris que, ou si ce n'est pas encore le cas, qu'il y avait 2 phases qui étaient séparées, la phase candidature, la phase offre. Là, le dossier que vous avez, c'est le DCE de la phase candidature, qui montre les éléments permettant de vous positionner et d'indiquer vos références surtout. Dans un second temps, pour ceux qui seront admis à participer à la phase offre et aux négociations,
Paris 2024 vous enverra un nouveau DCE dans lequel on trouvera peut-être d'autres pièces, notamment ce qu'il y a sur la deuxième ligne, là, le cahier des clauses administratives et juridiques. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on retrouve dans un DCE en général? Le cahier des charges, le CCTP, donc, qui précise tous les besoins et les spécifications techniques, le nombre de postes, le nombre d'heures, jours, ce qu'attend Paris 2024, très très précisément. Là, ce qui n'est pas dans le dossier actuellement, mais qui sera dans le dossier de ceux qui seront admis à la négociation, le CCAP, cahier des clauses administratives particulières. C'est le pré-contrat. En gros, c'est comme si on vous donnait déjà le contrat. Il faudra que le contrat vous plaise, que vous soyez d'accord avec lui, parce que si le marché vous est notifié, la notification du marché emporte signature de ce contrat, en fait. Il y a aussi l'acte d'engagement qui sera un document sur lequel, si vous devez le remplir et que vous avez en difficulté, on en reparlera en bilatéral, et le règlement de consultation. Règlement de consultation, j'insiste là-dessus. C'est un document très très important. Normalement, c'est le premier document que vous devez lire. Et en théorie, même le document de consultation devrait suffire à vous, en règle générale, hein, bien sûr, à vous faire savoir si vous pouvez y aller ou non. Le règlement de consultation, il fixe les règles du jeu du marché. Et généralement, sauf si vous êtes maso, on ne joue pas un jeu auquel on n'est pas d'accord avec les règles. Donc voilà, tout simplement, ça fixe les règles de procédure, ça fixe quelques éléments parfois sur les pénalités. Enfin voilà, ça fixe les délais. Si c'est pas gérable pour vous, il faut évidemment pas donner suite. Voilà, c'est un document qui fixe vraiment la règle de la passation, de la mise en concurrence, mais c'est pas un document qui est contractuel. On y trouve au moins, donc, comme c'est écrit, donc la date limite de remise des offres. Sinon, ça c'est le plus important. C'est la première règle du jeu, c'est répondez-moi en temps et en heure. L'adresse où doivent être envoyés les plis. Donc là, c'est par Maximilien. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer une copie de sauvegarde dont le détail est précisé dans le règlement de consultation. Le rappel des critères de choix, hyper important. Sur quoi je vais être jugé, comment je peux construire mon offre parce que en comprenant sur quoi je vais être jugé. Et ça vous fait également la to-do list de tout ce qui vont être les attendus en termes de pièces de candidature et d'offres, c'est-à-dire les livrables, les justificatifs, les bilans, les comptes de résultats, les tableaux Excel. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, en gros, qu'est-ce qu'ils attendent au titre de votre candidature et de votre volonté, enfin qu'est-ce qu'ils attendent de vous pour que vous puissiez au mieux faire acte de votre volonté d'obtenir ce marché. Donc ça, c'est plus en règle générale parce que déjà, on va faciliter le travail grâce à cette formation. Il y a des éléments qui ne concernent pas ce marché spécifiquement. Mais en gros, dès la lecture de RC, il y a des questions qui doivent être déclenchées de votre côté sur le sujet du marché. Est-ce que l'intitulé correspond à mon savoir-faire, à mon activité? Ça, c'est lorsque l'intitulé du marché est plus ou moins flou. La sécurité privée, on sait très bien de quoi ça parle. La date de remise des plis, est-ce que je peux répondre dans les délais impartis? Quelle est la procédure? Donc là, ça décide de connaître les procédures et qu'est-ce que ça change parce que il y a des procédures formalisées, il y a la procédure formalisée, on va y revenir après, mais la procédure formalisée par excellence, c'est l'appel d'offres. En gros, vous m'envoyez votre prix, je vous dis oui ou non, je sélectionne le meilleur. Là, la procédure de négociation, c'est une autre procédure, c'est une autre méthode de mettre en concurrence, c'est une méthode qui fait beaucoup plus appel à prendre le temps, à faire des ateliers, à se rencontrer, à vous interroger et à en discuter. C'est pas juste une réponse qui sera sur une base uniquement écrite. Y a-t-il un montant de chiffre d'affaires minimum requis? Y a-t-il des clauses particulières d'exécution? Ici, la clause sociale. Qu'est-ce que je dois prévoir pour justement pouvoir répondre à la clause sociale? Parce que je dois répondre à la clause sociale si je veux répondre à ce marché. Puis-je répondre seul, en groupement? Est-ce que je peux y avoir des co-traitants? Comment? Voilà, le règlement de consultation, normalement, il répond à l'ensemble de ces questions. Et donc, là, vous l'aurez vu. Donc, si on revient à qu'est-ce qu'il y a comme pièce dans ce marché de sécurité privée, il y a un document qui vous indique la liste des lots, parce qu'il y en a 152 ou 154, 152 je crois. C'est beaucoup, donc histoire de vous faire un petit rappel de qu'est-ce qui existe. Il y a l'engagement de confidentialité qui sera renvoyé. Il y a les fiches de candidature que sont les documents Excel qu'a créé Paris 2024 et que vous devrez utiliser pour vous présenter, pour mettre en avant vos moyens humains, votre projection de recrutement, etc., etc. Et les deux cahiers des charges, donc il faut bien comprendre la différence. Le premier, il est plus là pour expliquer le contexte et vous expliciter ce que Paris 2024 attend des 12 missions qui sont présentées. Et le deuxième, il va essayer de faire lot par lot, détailler en fait la liste de courses pour chaque lot, de ce qu'ils vont avoir besoin, où et de quoi, de quelles compétences.
je ne vous sais, je ne vous sais pas dans la tête d'un acheteur. Un acheteur, lorsqu'il va passer un marché, il va se poser beaucoup de questions. Et là, vous voyez peut-être déjà des mots que vous avez vu apparaître. Il peut se poser des questions sur est-ce que je veux saucissonner mon marché, avoir plusieurs lots, ou est-ce qu'au contraire, je veux un marché de sécurité global? Là, c'était en l'occurrence un petit peu compliqué de prévoir un marché de sécurité encadrant environ 25 000 personnes sur plusieurs sites en France. Donc, ils ont fait le choix d'un allotissement. Mode de contractualisation, quel type de contrat je propose? Donc, ça, on ne va pas rentrer là-dedans. Mode d'exécution forfaitaire, tranche, bon de commande. Donc, c'est en gros, ça, c'est plus sur comment je paye, comment j'organise les factures, etc., etc. On va faire un focus là-dessus. Et le mode de passation, sur lequel on va commencer par s'interroger là-dessus. En gros, il se pose plein de questions sur comment je vais payer la personne, quelle est la meilleure manière pour moi de s'assurer la bonne exécution des prestations, quelle est la meilleure manière pour moi de mettre en concurrence les personnes. Plein de questions que le pouvoir adjudicateur se pose et qui l'aide à construire, in fine, le DCE et le contrat et la procédure. Donc, je commence par le mode de passation. Donc, procédure avec négociation, c'est un type de procédure. Toutes les procédures de marché public ne sont pas des procédures avec négociation. Donc, le procédure avec négociation, comme je disais, c'est une phase candidature et une phase distincte de la phase offre. Déjà, revenir sur qu'est-ce que c'est une candidature, qu'est-ce que c'est une offre, quelques éléments de définition. Une candidature, si je devais prendre une métaphore, c'est en gros vos muscles, vos références, qui vous êtes. J'ai les yeux bleus, j'ai des cheveux. Je vous promets que j'ai des cheveux d'ailleurs, tout le monde. J'ai des cheveux, j'ai des biceps qui font telle conférence. Ça, c'est votre candidature, c'est vos références, c'est qui vous êtes. C'est quelque chose qui ne fait pas trop appel à la créativité, c'est vraiment vos références, vos certifications, votre chiffre d'affaires, le bilan, enfin, tout ce qui est capacité économique, financière, professionnelle. L'offre, c'est plus, pour reprendre la métaphore, c'est plus comment vous allez utiliser les muscles, comment vos biceps de 30 cm de diamètre vont vous permettre de porter des charges supérieures à celles de vos concurrents, entre guillemets, pour prendre une métaphore qui me semble un peu bizarre, mais parfois assez claire. Lors d'un appel d'offres, donc comme je vous disais plus tôt, appel d'offres, procédure formalisée par excellence de marché public, vous remettez à la fois les documents de l'offre et de la candidature, et la personne qui passe le marché ne vous reçoit pas en entretien, vous juge sur la base, sur la base des critères qu'il a définis et sur la base des livrables écrits que vous lui avez envoyés pour attribuer le marché. Là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout cette procédure, c'est aussi une procédure formalisée, mais avec négociation. Pourquoi Paris 2024 a sélectionné une procédure avec négociation? Il y a plusieurs raisons. Déjà, le but de base de procédure avec négociation, c'est d'éviter des marchés infructueux, d'éviter d'avoir personne qui répondent dans les temps, et surtout être très très précis sur les attentes et la sélection des prestataires. Donc quelles sont les raisons qui peuvent amener aussi à sélectionner une procédure avec négociation selon le code de la commande publique, parce qu'on ne sélectionne pas comme on veut une procédure. En l'occurrence, il n'existe pas parmi ce que le code de la commande publique autorise pour sélectionner une procédure avec négociation, c'est qu'il n'y a pas de solution sur étagère disponible. Le besoin consiste à une solution innovante qu'il faut discuter. Mais là, en l'occurrence, c'est plus la complexité dans la conception, dans le montage, dans l'articulation. C'est par exemple les enjeux de sécurité qui sont et de lutte contre la vigilance terrorisme qui sont assez importants. Donc voilà, Paris 2024. C'est bien légitime à décider de pas juste vous noter sur de l'écrit, mais également de vous entendre en fait pour parler de tout ça, pour s'assurer que vous êtes le meilleur prestataire ou les meilleurs prestataires pour le faire. Donc voilà un peu sur l'esprit d'une procédure avec négociation. Là, vous le voyez, hein, c'est appliqué au marché, mais il y a toujours 4 phases dans une procédure avec négociation. Tout d'abord, la remise des candidatures. Il vous laisse toujours un délai minimum de 30 jours pour pouvoir remettre les candidatures. Donc là, il vous en laisse un petit peu plus. Ce sera à répondre pour le 3 juin. Donc, mais c'est vous dès aujourd'hui à réfléchir à votre candidature, avec qui vous voulez candidater. Dans un second temps, je pense qu'il y aura beaucoup de monde, enfin ça mettra un petit peu de temps parce qu'il faudra qu'ils analysent justement ces candidatures pour sélectionner tout ou partie des candidats retenus à l'issue de l'analyse des offres qui, eux, recevront un nouveau dossier, avec notamment le contrat, un nouveau cahier des charges qui pourra modifier d'ailleurs quelques éléments de cahier des charges de la phase candidature. C'est d'ailleurs ce DCE de la phase offre qui fera froid. Vous recevrez ça et vous serez invité à remettre une offre selon la nouvelle deadline qui vous sera donnée. Souvent, ce sera 3 semaines ou 1 mois après. Ensuite, la phase de négociation. Si le pouvoir adjudicateur décide d'en mettre en œuvre une, il se réserve le droit de ne pas les mener, mais ce serait assez étonnant. Et in fine, suite à ces différents temps d'échange, il peut y avoir plusieurs rounds de négociation, il peut y avoir plusieurs rounds de remise d'offres intermédiaires. Il vous demandera surtout de remettre une offre finale sur laquelle vous serez jugé.
Donc voilà sur la procédure de négociation. Donc déjà, donc vous l'aurez compris, et je reviendrai là-dessus au moment où on fera un peu la to-do list de ce qu'il y a à faire. Le plus important, c'est déjà de passer la première étape en fait. Il faut évidemment penser à son offre, envisager avec qui on veut répondre parce que on sera groupé avec eux, il faudra qu'on réponde avec eux. Donc il faut évidemment que notre offre avec nos correspondants ou seuls soit qualitative. Mais ça sert à rien de prévisionner d'avoir la meilleure offre si on fait une candidature, qui est ratée, quoi. Donc vraiment, dans un premier temps, se concentrer sur c'est quoi une candidature et mettre le paquet là-dessus, parce que vous ne serez pas attendu sur la réalisation de l'offre avant l'été, quoi, de toute façon. Donc on l'aura vu plus tôt, le marché est alloti entre différentes missions, entre différentes aires géographiques. Voilà, puis Paris 2024 a fait le choix de saucissonner le marché pour pouvoir avoir plus de prestataires, mais également des prestataires qui soient capables de pas besoin d'être des mastodontes pour y aller en théorie. Et on peut y aller sans avoir besoin de prendre le train tous les jours d'un bout à l'autre de la France parce qu'il y a normalement des missions proches de chez nous. Donc l'allotissement, en quelques éléments juridiques. L'allotissement, c'est une manière de saucissonner les prestations d'un marché. Normalement, il est obligatoire. Sauf si la situation ne le permet pas, pour différentes raisons que vous pouvez lire. En fait, un marché alloti, et ça, c'est les petits problèmes liés au jargon des marchés publics. Un lot égale un marché, mais moi, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un marché de 152 lots. En fait, le marché de 152 lots, le terme exact, ce serait plutôt une consultation publique qui englobe justement des lots, et chaque lot est un marché, en fait. Chaque lot est un marché différent, qui en l'occurrence, là, répond aux mêmes règles du jeu, mais c'est vraiment... il n'y a pas de lien d'organisation entre chaque lot. Ça, ce sera pareil 2024 d'organiser la coordination des prestataires. Mais en gros, vous pouvez candidater vraiment à un lot, à plusieurs lots, à la totalité des lots. Ça vous permet vraiment, l'allotissement vous permet de vous positionner sur un nombre, en théorie, plus humain, si je puis dire, de lots. Donc, dans le cadre de la commande publique, ça c'est plus pour transformation, il y a certains lots qui peuvent être réservés, notamment à l'insertion par l'activité économique ou à l'ESS. Les phénomènes de réservation de l'eau, ça commence à prendre un petit peu prise, mais c'est plus pour votre information générale. Si vous voyez un marché réservé ou un lot réservé et que vous n'êtes pas une structure de handicap, une structure de l'économie sociale et solidaire, une structure d'insertion, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y aller. En l'occurrence, là, il n'y a aucun lot réservé, mais il laisse quand même, pour utiliser quand même le marché comme développeur d'emploi, il y aura une clause d'insertion sur laquelle on va revenir. Le marché évoque aussi des tranches. Donc on va tout simplement définir ce que c'est une tranche. Donc il y a des tranches. Donc ces tranches sont dites fermes et optionnelles obligatoires. Donc la tranche ferme, je vais d'abord prendre un petit élément de présentation. Donc le fonctionnement des tranches, ce sera indiqué lors du DCE de la phase offre. Je n'y avais pas accès. Donc là, je vous ai pris un exemple dans un marché de VRD qui ressemble un petit peu parce que le marché de sécurité, il est à la fois payé par des bons de commande et par et à prix global et forfaitaire. Donc là, vous voyez, la tranche ferme, c'est ceux auxquels s'engage vraiment Paris 2024. Paris 2024, c'est là, en l'occurrence, ça, c'était la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris sait qu'elle va avoir besoin de ses principaux travaux de VRD. La tranche ferme, c'est vraiment un engagement ferme sur le fait que la prestation soit bien exécutée. Tout ce qui est tranche optionnelle, c'est des choses sur lesquelles la métropole du Grand Paris, et en l'occurrence là, Paris 2024, vous demandera de vous positionner, de dire techniquement vous y répondez, vous y répondez, comme si la prestation faisait partie de la commande en fait. Et il y a quelque chose qui et après, c'est à Paris 2024 de dire, finalement, j'ai besoin de ça, et finalement, j'ai pas besoin de ça, et c'est quelque chose qu'on appelle la décision d'affermissement. Donc, pour rappel, les tranches, elles seront indiquées dans le cahier des charges de la phase offre. Là, je vous montre un exemple. La tranche, ça pourra très bien être, par exemple, des périodes, en fait. Vous avez peut-être la période Jeux Olympiques, la période Jeux Paralympiques qui sera la tranche ferme, et peut-être toute la période de surveillance du site entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une tranche optionnelle, justement, que Paris 2024 pourra ou non décider d'affermir, mais sur lequel il faut bien techniquement répondre. C'est pas parce que la tranche est optionnelle qu'il ne faut pas y répondre, vraiment, au contraire. Ça, c'est même parfois un motif d'offres irrégulières ou incomplètes qui vous ferait éliminer, quoi. Donc, répondez. Je le répète, hein, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Bien répondre à tout dans votre offre. Mais l'offre, on se rappelle, ce sera dans un second temps. Donc, les marchés à tranches, c'est donc une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles qui donnent lieu à une notification.
qui donne lieu même à décision d'affermissement de la part du donneur d'ordre. Ça, de manière pour l'acheteur, c'est assez confortable parce que le marché, ça permet de prévoir que l'entièreté de la prestation sera effectuée, tout en lui laissant le luxe à l'acheteur de s'engager sur l'ensemble de son besoin. En gros, je sais que je vais avoir besoin de ça. Par contre, je te demande de tout répondre si jamais si je devais activer à très très court terme ce besoin, ça lui évite de repasser un marché qu'il lui faut un mois pour préparer, qu'il lui faut un mois pour passer, qu'il lui faut un mois pour analyser, et il faut après 3 semaines au prestataire pour arriver sur site. Enfin voilà, donc chaque tranche doit être bien définie sur quelles sont les missions attendues sur chaque tranche. Je vous laisserai aller plus loin si l'envie vous en dit. Donc le rappel, c'est que la tranche ferme, c'est l'engagement ferme des deux parties. La tranche optionnelle, c'est vous devez y répondre, mais il faut attendre le feu vert avant de l'activer. Question que vous pouvez vous poser normalement. Je vérifie s'il n'y a pas des personnes à la file. Pas d'attente. Non, c'est bon. Ops. Excusez-moi. On est sur la slide. Puis-je aller à plusieurs là? Oui. Oui, c'est bon. Excusez-moi. L'ordinateur bug un petit peu ce matin. Alors, puis-je aller à plusieurs sur un marché? Oui. On va le voir juste après. Il y a des lots qui sont multi-attributaires, des lots qui sont mono-attributaires. Ça, c'est, faut pas que ça vous fasse peur. C'est toujours possible d'y aller à plusieurs, que ce soit en groupement, ce qu'on va voir dans le temps juste après, ou avec un ou plusieurs sous-traitants. Le groupement, c'est vraiment la co-traitance. Je vais y venir, c'est la responsabilité. Tout le monde est responsable autant auprès de Paris 2024. Et les sous-traitants, c'est une histoire de contrat en gros. Paris 2024 passe un contrat avec une entreprise et une entreprise passe elle-même un contrat avec un sous-traitant. Sauf que le sous-traitant n'est pas en relation directe avec Paris 2024, n'a pas ce niveau-là de responsabilité. C'est en termes d'exécution des prestations, in fine, c'est quand même des personnes qui travaillent, hein, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment ça change des choses en termes d'organisation administrative. Mais voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'y aller tout seul avec juste vos effectifs. Vous pouvez y aller à plusieurs en vous groupant. 2 points de vigilance, c'est interdit de se présenter en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements, ce qui en général est parfois possible sur les marchés publics, qui permet de donner plus de chances de remporter un marché. Ou par exemple, vous pouvez y aller tout seul, et vous pouvez y aller tout seul avec un pote, comme ça, vous êtes jugé 2 fois. Mais il faut que ce soit autorisé. Là, c'est pas autorisé. Vous êtes obligé d'y aller une seule fois. Et du coup, en l'occurrence, vu que je pense qu'il va y avoir beaucoup de concurrence, l'idéal, c'est peut-être d'identifier qui va être les autres personnes avec qui vous risquez d'être en concurrence sur ce marché, pour pourquoi pas leur proposer de se grouper, de mutualiser les forces et de se partager le gâteau. Sur la sous-traitance, c'est interdit de mettre en place une sous-traitance au-delà du rang 1 afin d'éviter un phénomène qu'on appelle le cascade de sous-traitance qui ensuite rendrait le suivi de Paris 2024 complètement impossible et parfois vous-même votre propre suivi de sous-traitants, éviter que quiconque fasse des bêtises, emploie des personnes qui n'ont pas la carte professionnelle ou autre. Donc vous pouvez être attributaire du marché et sous-traiter une partie des prestations, mais la personne à qui vous sous-traitez une partie des prestations, que ce soit une autre entreprise de sécurité ou une agence d'intérim, par exemple, qui aura formé des personnes sur ces métiers-là, elle-même ne pourra pas elle-même sous-traiter. Voilà, bien garder ça en tête. Un petit point, donc vous l'aurez vu, c'est un accord. Alors, le règlement de consultation vous indique que ce marché de sécurité est un accord cadre exécuté à prix mixte, pour partie par des prestations conclues par prix global et forfaitaire, pour partie par des prestations s'exécutant au fur et à mesure par l'émission de bons de commande et l'attribution de marchés subséquents. Donc, c'est beaucoup de mots qui peuvent faire un petit peu peur. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière un accord cadre et qu'est-ce qu'il y a derrière ces éléments d'exécution financière. Un petit mot juste sur les marchés subséquents. Les marchés subséquents, c'est des marchés qui peuvent être passés sans publicité, sans remise en concurrence, sur des prestations similaires à celles qu'un prestataire a déjà attribuées à quelqu'un. Donc notamment sur les cérémonies de fermeture, d'ouverture des Jeux paralympiques qui sont pour le moment pas concernés par ce marché. Paris 2024 pourra décider de pas forcément faire un marché spécifique pour ces cérémonies, mais de retenir par exemple le prestataire de la cérémonie d'ouverture pour également lui proposer de remporter directement, enfin de lui faire une offre pour un marché similaire sur la cérémonie de fermeture par exemple. Donc sur la définition d'un accord cadre, c'est vraiment
un instrument de planification un peu plus. Je vous disais plutôt que la définition d'un marché public, c'était un contrat. Eh bien, un accord cadre, c'est un contrat de contrat, histoire de faire un peu plus compliqué. C'est vraiment un contrat par lequel l'acheteur public il s'engage à passer d'autres prestations. Il s'engage à évidemment faire la partie forfaitaire que vous lui aurez proposée, mais il s'engage à vous passer des marchés subséquents, à émettre des bons de commande auprès du ou des titulaires de l'accord pendant une période qui est donnée, qui ira du coup de la notification du marché jusqu'au démontage des jeux. Je ne sais pas si ce sera jusqu'à fin août, si ce sera jusqu'à fin 2024, date de dissolution de Paris 2024, mais ce sera indiqué dans le cahier des charges. Enfin, non, c'est déjà indiqué dans le règlement de consultation, excusez-moi. Sur les accords cadres, donc ouais, c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas un soit marché, mais bien un contrat de contrat. Enfin voilà, en fait, des choses que je vous ai déjà dit, que je vous invite à relire. Le dernier point, il est quand même intéressant parce qu'il s'applique à ce marché. On parle d'accords cadres parfois multi-attributaires, parfois d'accords cadres mono-attributaires. Là, en l'occurrence, il y a les deux cas de figure dans ce marché, donc bien comprendre c'est quoi la différence. Mono-attributaire, on n'a besoin qu'une seule personne pour exécuter la prestation. Plus précisément, on n'a besoin qu'un seul opérateur économique. Opérateur économique, derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire candidat individuel ou candidat en groupement. Donc mono-attributaire, ça ne veut pas dire une seule entreprise. Ça veut dire une seule entité juridique qui répond et qui peut être un groupement. En revanche, les accords cadres multi-attributaires, ça permet, eux, de disposer d'un panel de candidats sur lesquels ils vont pouvoir activer. Donc, en fait, dans le cadre d'un accord cadre attributaire, c'est possible de ne pas travailler, en fait, de ne pas finir par prester. En l'occurrence, je crois qu'ils veulent sélectionner, lorsqu'il y a des accords cadres multi-attributaires, ils veulent sélectionner 5 personnes, enfin 5 opérateurs, il me semble. Ouais, c'est exactement ça. Donc il y a 2 lots qui sont concernés. Donc c'est des lots qui concernent le gardiennage, c'est des lots qui concernent l'événementiel. Ça, en gros, c'est étant donné que il n'y a pas une période définie, Paris 2024 qui va bouger partout en France à mesure pour parler des jeux, il y a accueillir des délégations en stage, des choses comme ça. Enfin, il y aura de plus en plus de cocktails, d'événements institutionnels, voire même de jobs d'éthique sportif, des choses comme ça. D'événements organisés par Paris 2024 qui va y avoir de plus en plus de besoins. Donc en gros, c'est pour ça qu'ils ont pris ils ont choisi de faire un accord cadre multi-attributaire pour pouvoir avoir plus de personnes, avoir un panel plus important auprès de qui activer ces prestations. Tous les autres lots sont mono-attributaires, c'est-à-dire qu'ils veulent juste un prestataire, mais expert sur l'ensemble des missions qui sont attendues sur chaque lot. Donc voilà, petit temps de souffle pour moi, je vais gorger. Alors la prochaine partie, je vais faire assez court sur la diffusion des slides. Ce sera plus en mode garder précieusement ce PowerPoint parce que ce que je vais dire est applicable dans le cadre des jeux, mais les pièces du marché actuel, mais les pièces que je vais vous présenter ne sont pas nécessairement applicables parce que les pièces financières elles vous seront données dans le DCE de la phase d'offre. Je rappelle toujours qu'aujourd'hui, c'est une procédure où les deux sont séparés. Et c'est pas dit que ce soit les documents que je vais vous présenter qui soient utilisés. Je vais plus vous parler de l'esprit en fait de ce qu'on a vu plus tôt, c'est quoi des prix, c'est quoi des bons de commande, et donc c'est quoi des prix unitaires in fine, et c'est quoi un prix forfaitaire. Juste un tout petit mot sur l'exécution financière du marché. Le pré-contrat qui vous sera donné dans la phase offre, il fixe tout ce qui est des éléments d'acompte, d'avance, qu'il faudra bien connaître. Donc il y a toujours des acomptes, notamment a fortiori lorsque les montants des marchés ils sont élevés ou lorsque les prestations sont effectuées sur une période assez longue. Donc vous serez éligible à des acomptes. Je ne sais pas si vous serez éligible à des avances. Ça, il faudra vérifier dans le contrat. Mais un petit mot sur les avances, parce que c'est possible dans le cadre des marchés publics, je crois, à hauteur de 20% du montant du marché, il me semble. Mais les avances, c'est une dérogation en fait du droit. C'est une dérogation du service fait, parce que généralement, on est payé pour le service fait dans les marchés publics. C'est assez rare qu'on vous paye avant la prestation, en général, ou alors vous êtes vraiment, vous avez des super clients. Et ça, justement, c'est à anticiper, justement, ces questions d'exécution financière, parce que ça peut du coup, le fait de devoir parfois payer les gars et les meufs avant de recevoir le paiement de la prestation, ça nécessite d'avoir de la trésorerie. Et sur les sujets de trésorerie, donc moi, je n'ai pas fait de focus là-dessus, mais c'est pas d'ailleurs notre spécialité, nous, au CS 2024, mais il y a des gens qui font ça. Les flux de trésorerie, il faut aller voir votre banque, il faut aller voir peut-être la BPI, il faut aller voir peut-être le réseau France Active qui font tous ces acteurs qui peuvent faire des prêts parfois à taux zéro.
et des avances sur garantie, enfin voilà, permettant de gérer ses flux de trésorerie un peu plus confortablement. Voilà un point qui me semblait important d'évoquer rapidement. Donc un petit mot sur les pièces financières. Vraiment, je vais passer en limite, prenez pas de notes. D'ailleurs, je vois une personne qui prend des photos. Je vous enverrai le PowerPoint, hein, dans tous les cas. Il y aura même des petits liens cliquables, des petites vidéos pour aller plus loin dans les descriptions des slides. Mais là, je vous indique des pièces que vous pourrez retrouver dans d'autres marchés publics, hein. Je ne pense pas que ces pièces-là soient utilisées ici, mais c'est plus, en gros, Paris 2024 va adapter ces pièces génériques un peu à sa sauce, je pense, in fine. En gros, donc les pièces financières, il y en a trois principales que je vous présente rapidement, en fait, plus pour vous dire c'est quoi un prix forfaitaire. Des PGF, c'est un document qui s'appelle décomposition du prix global et forfaitaire. C'est là que la partie forfaitaire que vous sera demandée par Paris 2024 sera demandée. Je vais prendre une métaphore pour vous illustrer c'est quoi un prix forfaitaire. En gros, vous avez besoin de construire une maison, votre maison idéalement. Vous allez voir un constructeur tout corps d'État, vous lui demandez de faire un devis. Le gars, il va faire le prix d'un mur, le prix du mobilier, le prix des fenêtres, et il va activer une ligne, il va faire le total de ces lignes-là, et il va dire, voilà le prix global que j'ai calculé pour la construction de ta maison. Et ensuite, il y a les prix unitaires. Là, c'est un peu différent. Là, imaginons, reprenons la métaphore de la maison. Là, c'est vous qui voulez construire vous-même votre maison. Donc là, vous allez chez Castorama, Leroy Merlin et Ikea, pour pas en citer qu'une seule. Et vous allez voir le prix de la peinture, le prix de chaque meuble, le prix des ampoules, le prix de chaque fenêtre. Justement, et vous allez dire, une ampoule, ça me coûte 1 euro, et je vais avoir besoin de X ampoules. Donc, in fine, ça va me coûter. Enfin, voilà. En fait, c'est ça les prix unitaires. Vous avez une idée de combien coûte chaque prix. Donc, en l'occurrence, les prix unitaires, ça va être le prix d'une journée d'un agent de sécurité SIAP 1, le prix d'un agent de sécurité SIAP 2. En gros, c'est ça. Et en gros, en fonction des besoins, on active une quantité de chaque ligne en fonction des prix unitaires qui auront été contractualisés lors de la phase offre. Voilà, donc ça, c'est des questions, on y reviendra si besoin est en bilatéral, là, si vous êtes retenu pour la phase d'offre. Parce que c'est des questions que je vous en parle aujourd'hui, mais ce n'est pas des questions que vous devez vous poser aujourd'hui. Un petit mot sur le DQE, qui est un document que vous pourrez peut-être retrouver sous une forme dans ce dossier, mais que vous retrouvez dans d'autres marchés. En gros, le DQE, c'est un bordereau de prix unitaire qui est pré-rempli, qui n'est pas contractuel, mais en gros, Paris 2024, où l'acheteur imagine une commande type et il vous dit, répondez à cette commande type sur la base des prix unitaires, et ça me permet de juger vis-à-vis d'autres candidats. Voilà, je ne suis pas resté trop longtemps là-dessus parce que on voit beaucoup de sujets, hein, on voit beaucoup de sujets aujourd'hui, donc je vous invite évidemment à derrière vous reposer sur la slide, pourquoi pas nous envoyer un mail pour qu'on vous envoie l'enregistrement. Voilà, pour bien vous assurer que le jargon est appris. Donc voilà, là, on a déroulé un bon nombre de points de procédure, hein. Donc j'espère que les choses sont plus claires pour vous. On y reviendra lors du temps d'échange si besoin est. Je poursuis sur quelque chose, du coup, quelques éléments, une formation vraiment en 10 minutes sur comment on peut répondre à plusieurs. C'est quoi la réponse en groupement ou en co-traitance, comme on dit. Donc la sous-traitance, je passe dessus, hein, parce que normalement, vous êtes peut-être déjà un peu plus habitué, c'est plus un rôle de fournisseur. Mais je réponds, donc je fais un petit focus sur le groupement momentané d'entreprise. Donc, comme je vous le disais plus tôt, les accords cadres mono-attributaires, ce n'est pas forcément réservé à une seule personne. Ça peut être plusieurs personnes se groupant sous la forme d'un GME qui le remporte. Donc, par un accord privé, vous vous organisez pour dire, vous répondez à un marché auquel normalement vous ne pouvez pas répondre seul, ou alors pour laquelle vous avez décidé de répondre à plusieurs pour un rôle social ou autre, pour éviter la mise en concurrence, etc., etc. Donc, il y a la différence en fait entre co-traitance et sous-traitance, c'est surtout le niveau de responsabilité. Là, les co-traitants, ils accèdent tous en direct au marché. C'est tous des attributaires du marché. Alors que des sous-traitants, ce n'est pas des attributaires des marchés. Les sous-traitants, c'est des personnes qui passent des contrats d'exécution avec les entreprises attributaires du marché. C'est vraiment c'est un rang de responsabilité en plus. Tous les co-traitants d'un groupement sont en responsabilité vis-à-vis de Paris 2024. Les sous-traitants de ce groupement, parce qu'il peut y avoir les deux, il peut y avoir un groupe des co-traitants qui ont eux-mêmes des sous-traitants. Les sous-traitants, eux, n'auront jamais un lien de responsabilité avec Paris 2024. Leur donneur d'ordre, c'est bien vous, l'entreprise attributaire d'un marché. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir d'un groupement momentané d'entreprise ? Que déjà, il est momentané. Vous ne fusionnez pas vos entreprises, vous exécutez pour faire les prestations le long
les prestations définies du marché sur la durée de vie du marché. Et le groupement, il se stoppe à la fin d'exécution du marché. Spécifique à ce marché, donc, c'est pas parce que vous travaillez sur le marché de sécurité Paris 24 que vous êtes obligé de répondre avec le même groupement au marché de sécurité de la Coupe du Monde de rugby à 13 de France 2025, par exemple. Pas de personnalité morale et juridique, ça je vais revenir. C'est plus simple. Il n'y a évidemment pas besoin d'aller au greffe, pas besoin de déclarer une nouvelle entreprise fusionnée, pas besoin de créer une filiale pour répondre au groupement. L'existence juridique du groupement, elle existe via la candidature. Mais justement, le fait qu'il n'y ait que cette existence juridique-là, il y a moins d'outils en droit pour vous protéger, si jamais ça pouvait se passer mal. Mais j'y reviens après, c'est un focus très important pour moi. Pourquoi on se groupe aussi? C'est qu'il y a une appréciation globale des capacités par l'acheteur. C'est une addition des chiffres d'affaires, c'est une addition des effectifs, c'est une addition de vos références. Donc en fait, y aller à plusieurs, c'est une manière de se donner plus de chance parce qu'on va être plus gros. Et justement, là, vu qu'il y a un cap de candidature à passer où vous êtes jugé justement sur vos chiffres d'affaires, sur vos capacités professionnelles, sur vos capacités de recruter, le Paris 24 aura plus confiance dans un groupement de 10 fois 10 entreprises qui ont 10 personnes, enfin de 10 entreprises qui emploient 10 personnes et qui projettent chacune de recruter qu'une seule entreprise de 50 personnes. Donc pas dans le cadre de ce marché, mais je vous le mets. Il y a, vu que Paris 2024 a fait ses propres documents de candidature, même s'il y a cette logique-là qui revient. Généralement, pour nommer un DC1, pour nommer un groupement, il faut remplir ce qu'on appelle les formulaires de déclaration du candidat, DC1 et DC2. Là, en l'occurrence, c'est la même logique. Vous l'aurez vu, il y a un tableau Excel pour désigner le groupement et il y a un tableau Excel pour désigner chaque membre du groupement. C'est cette même logique-là qui est reprise dans les documents de marché qu'a conçu Paris 2024. Donc, 2 formes de groupement. Donc ça, c'est vraiment plus de l'apport de connaissances, de la formation, sachant qu'il y a quelque chose qui vous sera imposé. Généralement, il y a 2 formes de groupement. Donc, les groupements conjoints, où en gros, chacun est responsable de ses prestations, de sa partie des prestations, et seulement ses prestations. Donc, vous n'êtes pas responsable si jamais il y en a un qui fait faillite, s'il y en a un qui ne se réveille pas le matin, d'exécuter pour l'autre. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas la forme qui est préférée des acheteurs, mais c'est bien la forme qui est préparée excusez-moi, qui est préférée des candidats, parce que voilà, il n'y a pas de dilution de la responsabilité, il n'y a pas de partage de la responsabilité, à la différence d'un groupement solidaire où chacun est tenu de terminer les prestations si jamais d'aventure il y en avait un qui devait faire défaillance. Donc, autant Paris 2024 n'a pas le droit de vous imposer de répondre sous une forme de groupement, autant il a le droit de vous imposer une forme de groupement à l'attribution du marché. Donc, mon conseil, c'est répondez sous cette forme-là, dès lors, qui est la forme de groupement solidaire. Il y a également pour information, mais à ne pas retenir dans le cadre de ce marché de sécurité, souvent, c'est possible de répondre en groupement conjoint avec juste le mandataire qui est solidaire. Le mandataire, ce n'est pas le chef du groupement. Le mandataire, c'est juste la personne qui est référent, qui reçoit les ordres, qui est la personne identifiée par Paris 2024 pour être son homologue et éviter de parler de donner d'avoir 6 fois le même échange avec les 6 membres du groupement. Donc, le mandataire, donc s'il y en a toujours un dans un groupement, c'est le représentant auprès du groupement adjudicateur. C'est souvent le plus gros, celui qui a le plus gros chiffre d'affaires ou le plus gros effectif, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, ça peut être, c'est surtout celui qui va plus coordonner et recevoir les ordres. Ces missions peuvent être, et j'insiste sur le peuvent être, parce que de base, il n'y a aucune mission qui lui est vraiment attribuée. Le mandataire, je répète, sa seule mission qui lui est toujours attribuée, c'est d'être le destinataire des ordres, en fait, pour pouvoir les transmettre à ses copains et ses copines. Cela dit, le mandataire, vous pouvez lui décider qu'il joue un rôle, en fait, un rôle plus important. Et je pense que ça va être important d'avoir un mandataire, notamment dans la phase candidature, qui s'occupe de faire les rappels, un peu la police, le rétro-planning de qui remplit quel document et quand. Enfin voilà, vous pouvez donner un rôle un peu plus important au mandataire et vous pouvez aussi décider de le rémunérer pour ça, pour cette mission de coordination et de gestion de projet. Donc, je répète, la mission du mandataire obligatoire, c'est juste d'être le référent de Paris 2024, c'est pas d'être le leader, mais vous pouvez lui donner des missions supplémentaires comme remettre les offres au nom du groupe, signer le marché, au nom du groupe. Et pour cela, il faudra l'habiliter, coordonner l'intervention. Donc ça, c'est ce que je disais sur un peu plus la gestion des plannings et la gestion de projet.
assurer du coup la gestion administrative et financière. Là, c'est les factures. Alors, dans un groupement, chaque entreprise est payée directement par Paris 2024. Chaque membre du groupement est payé selon, le pourcentage de prestations que vous aurez indiqué qui revient à chacun. Mais vous pouvez aussi décider que le mandataire centralise les factures, soit payé et ensuite vous payez vous-même. Ça, c'est vos règles internes à définir. Et comme on le disait plus tôt, en fonction si c'est un groupement solidaire, un groupement conjoint avec mandataire solidaire, le mandataire, il peut avoir un niveau de responsabilité variable en cas de défaillance. En l'occurrence, là, le mandataire sera aussi responsable que les autres de la bonne exécution des prestations. Et si le prestataire devait faire des défaillants, ce sera aux autres quand même de finir le boulot. Donc, 2 points de vigilance très importants. Les co-traitants ne sont pas absolus de leur responsabilité par la présence d'un mandataire. Hein. C'est pas une personne qui va prendre pour vous. Et autant, même si là c'est interdit dans ce marché de présenter plusieurs offres pour le même lot, on ne peut pas être plusieurs fois mandataire de plusieurs groupements pour le même lot. Ça, c'est interdit. Et si vous faites ça, vous êtes automatiquement éliminé. Donc, je passe rapidement sur les atouts. Les atouts d'un groupement momentané, on l'a vu, hein, c'est un phénomène d'addition. Donc, ça permet de donner plus de poids à votre candidature en additionnant vos références, en additionnant votre chiffre d'affaires, en additionnant tous les moyens humains et matériels dont vous avez à disposition. Ça permet de rassurer d'ailleurs l'acheteur et du coup de prétendre à des volumes de prestations plus conséquents. Et vous avez vu, c'est quand même des volumes de prestations assez importants. C'est une présence quasi continue sur 2 fois 2 semaines. Enfin voilà, du coup, les atouts principal atout, c'est d'y aller à plusieurs pour être plus fort à plusieurs. Aussi simple que ça. Point de vigilance, parce qu'il y en a évidemment, hein, c'est pas tout rose. Point de vigilance, il faut bien être coordonné pour être sûr qu'on garantit à l'acheteur un interlocuteur unique, pour pas que la personne elle ait à répéter 6 fois le même propos parce que vous ne savez pas communiquer en interne. Voilà, éviter de confusion à l'acheteur de qui fait quoi. Définir les rôles et les responsabilités entre vous en amont, hein. Bien définir en amont qui va faire quoi, parce que pour qu'au moment où vous exécutez les prestations, vous ne commencez pas à vous mettre sur la gueule parce que vous n'étiez pas d'accord avec ce qui avait été décidé 2 ans plus tôt quasiment en fait, hein. Ça va être un peu ça. Voilà, en fait, et vraiment, moi, c'est un point très très important pour moi. Ça, c'est le fait c'est pas un exercice qui est très agréable, mais que je vous invite à faire avec vos futurs co-traitants, c'est vraiment d'anticiper tout ce qui peut se passer mal en fait. Tout ce qui peut se passer mal de manière à pouvoir en fait prévoir comment on répond à ces problèmes en fait. Pas attendre que les problèmes s'appliquent à nous pour y répondre, mais bien anticiper ce qui pourrait se passer mal. Finalement, il y a une partie de l'équipe qui n'est pas à l'heure ou des choses comme ça. Donc tout ça pour dire que moi, je vous conseille, quand bien même c'est pas du tout obligatoire, de contractualiser entre vous, de contractualiser de manière privée. Hein. Il y a pas de, on pourra vous fournir des modèles, mais il n'y a pas de ce sera un contrat privé où justement vous pouvez dire pour combien de temps on s'engage ensemble, qu'est-ce qu'on s'engage à se répartir comme mission, comment on se paye, est-ce que chacun est payé par Paris 24, est-ce que c'est le mandataire qui paye les autres après avoir centralisé les factures. Enfin, pas mal de questions. Voilà. Moi, je vous invite lors des réunions de préparation que vous ferez de la candidature, c'est aussi de prendre un petit souffle, de dire ok, on s'en sent bien, on se sent en confiance. Cela dit, dans 2 ans, peut-être qu'il pourrait y avoir un problème. Est-ce qu'on l'anticipe? Est-ce qu'on se protège pas, quoi? Voilà. Important de se protéger. Un petit focus très rapidement sur la clause sociale d'insertion et on y reviendra lors du temps d'échange si besoin est. C'est quoi une clause sociale d'insertion? Donc, de plus en plus, les acheteurs publics essayent d'utiliser les marchés et les procédures comme des outils en fait de politique publique, hein, tout simplement. Notamment la recherche de l'emploi, la lutte contre le chômage. Et les clauses sociales d'insertion, ça sert à ça. En gros, ça vous dit une partie, et en l'occurrence c'est ça, hein, une partie des heures travaillées sur ce marché doivent être réservées des personnes éloignées de l'emploi pour leur permettre de découvrir un nouveau métier et in fine, grâce à cette action d'insertion, peut-être après, pouvoir candidater pour avoir un CDD tout à fait normal dans une entreprise de sécurité parce qu'elle aura appris ce métier grâce à l'action d'insertion que vous aurez mise en place. Donc c'est obligatoire, l'insertion. Donc l'insertion, ça fait appel du coup au public éloigné de l'emploi qui sont définis dans le contrat, dans le CCAP qui sera remis lors de la phase offre, qui définit tous les publics qui sont éligibles à cette action d'insertion. En l'occurrence, donc c'est 10% des heures travaillées, donc 10% des heures travaillées de sécurité qui devront être
qui vont être effectués par des personnes. Donc ça peut être des personnes chômeuses de longue durée, ça peut être des bénéficiaires du RSA, ça peut être, voilà, la liste sera définie, mais ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des étudiants qui n'ont pas trouvé d'emploi lors des 6 mois suivant leur diplôme, etc., etc. Donc il y a plusieurs manières d'exécuter la clause d'insertion, hein, ça on pourra en reparler si besoin est, mais il y en a 2 principales dans le cadre de ce marché. Je commence, c'est pas coutume, par la ligne d'en dessous. C'est la réponse en groupement, avec des boîtes justement qui sont spécifiquement des structures d'insertion par l'activité économique et qui du coup sont éligibles et qui accompagnent elles-mêmes des publics éligibles à l'action d'insertion. Donc il y en a 3 types. Il y a tout ce qui est travail indépendant, c'est vraiment à la marge, donc j'en parle pas. Ça concerne très peu de personnes en France, mais il peut peut-être y avoir des personnes qui sont en freelance d'insertion sur des métiers de sécurité. Il y a tout ce qui est entreprise d'insertion EI et atelier et chantier d'insertion ACI. Ça, c'est des structures qui sont dans la mesure de faire elles-mêmes de la production. Donc, c'est plutôt la production de biens et services. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui va être ETTI et AI pour associations intermédiaires et entreprises temporaires de travail d'insertion. Donc, les ETTI, c'est des agences d'intérim, mais des agences d'intérim spécifiquement recrutant des personnes en insertion. Ça, c'est des personnes sur lesquelles il va falloir que vous tourniez, je pense. Parce que c'est des structures qui sont en mesure de mettre en place en interne des formations sur des métiers sur lesquels elles projettent que leurs salariés en insertion vont pouvoir bosser. Et justement, il y en a beaucoup, notamment en Seine-Saint-Denis, que je connais et qui sont désireuses de travailler avec des entreprises justement pour savoir, vous allez avoir besoin de combien d'emplois dans 2 ans. OK, quelle formation je peux mettre en place pour pouvoir vous garantir du recrutement de public répondant à l'insertion. Donc voilà, ça c'est donc via la réponse en groupement et le travail avec des structures d'insertion pour l'activité économique, excusez-moi. C'est une première manière de pourquoi pas leur dire, vous, la structure d'insertion, vous allez faire 10% vos salariés vont faire 10% des heures travaillées et voilà, et ça comptera pour 10% des heures travaillées sur l'exécution du marché. Très bien. Vous pouvez vous-même décider de recruter en interne, justement des publics éligibles à l'insertion. Vous en connaissez peut-être proche de chez vous. Mais si vous n'en connaissez pas, il y a des acteurs qui pourront vous aider. Il y avait, pour ceux qui étaient là vendredi dernier, il y a l'État qui va se positionner un petit peu sur la simplification, notamment d'une formation. Ils vont faire une formation, donc ça, c'est vous les spécialistes, mais il me semble qu'aujourd'hui, la formation pour obtenir la carte professionnelle, c'est 174 heures. Et ils vont faire une formation spécifique à l'événementiel pour un peu faciliter les choses qui durera 105 heures. J'allais dire 5 heures. 105 heures, excusez-moi. Donc ça, va falloir vous rapprocher de l'État, va falloir rapprocher de Pôle emploi, qui justement, Pôle emploi, ils ont une direction qui est dédiée aux Jeux olympiques pour travailler sur les plans de formation, les structurations filières de plans de formation pour le recrutement. Donc pourquoi pas, j'essaierai peut-être de vous réinviter un petit focus ou peut-être je vous enverrai, j'inviterai mon homologue Igor qui bosse à Pôle emploi de vous faire un petit mail peut-être pour vous présenter qu'est-ce qu'il prévoit d'ici à 2024 en termes de formation. Vous pouvez vous rapprocher aussi des missions locales qui connaissent des publics éloignés de l'emploi. Et vous pouvez surtout vous rapprocher de personnes qui vont être identifiées dans les documents de marché, que sont les facilitateurs des clauses sociales. Ça, c'est des personnes qui sont employées par les collectivités territoriales pour connaître les difficultés d'emploi sur leur territoire, mais aussi se mettre en relation avec des entreprises justement qui répondent à des marchés publics, ont des clauses d'insertion de manière à les mettre en relation avec des structures d'insertion, les mettre en relation et aussi les mettre en relation avec des publics éligibles pour qu'ils les recrutent directement. Donc normalement, et ça fera vous tourner vers nous, il y a des réseaux d'insertion qui existent, je cite au niveau de la Seine-Saint-Denis, Insereco 93, qui existent et vers qui vous pouvez vous tourner pour voir est-ce qu'ils peuvent vous mettre en relation avec des boîtes qui seraient capables de répondre avec vous. Alors, un dernier point, avant-dernier point, je ne sais plus trop. Je pense que c'est le dernier point avant que je vous laisse la parole. Donc, courage, on est presque à la fin. Se préparer à répondre. Donc, maintenant qu'on a, j'espère que c'est le cas, je parle au nom de tous, mais maintenant qu'on a une vision un petit peu plus claire de comment vraiment administrativement fonctionne le marché, maintenant qu'on a vu un petit peu le jargon, voilà, vous l'aurez compris, moi je suis pas allé sur le fond des missions. Ça, je vous fais confiance parce que moi, c'est pas c'est pas ma spécialité. Je suis pas issu de la sécurité. Je vous fais confiance à la lecture du cahier des charges de comprendre ce qui est attendu de vous. Moi, j'espère que maintenant, en termes de qu'est-ce qui va être
l'administratif autour, la procédure, j'espère que c'est plus clair. Et maintenant, on va faire un focus avant de conclure sur vraiment la to-do list de qu'est-ce que je vais devoir produire en fait comme pièce. Donc, un rappel important, c'est une procédure avec négociation. Donc, la phase candidature et la phase offre sont séparées et il faut vraiment passer le cap de la candidature dans un premier temps, tout en imaginant comment les acteurs avec qui vous voulez vous associer pour évidemment avoir l'addition qu'il faut pour faire passer ce cap et être retenu pour les négociations, mais que ce soit aussi les acteurs avec lesquels vous avez envie de travailler lors de la phase offre, évidemment. Donc, en fait, dès cette phase-là, il y a plein de questions que vous pouvez déjà vous poser. Est-ce que vous avez identifié les collaborateurs avec qui vous souhaitez intervenir? Est-ce que vous connaissez vos potentiels concurrents, notamment sur les aires géographiques? Parce qu'à Paris, il y a beaucoup de monde, donc il y aura forcément de la concurrence, mais peut-être qu'à Lille, il y a un nombre moindre d'entreprises qui vont répondre pour la sécurité du stade Pierre-Mauroy. Du coup, est-ce que vous avez une chance de succès vis-à-vis des concurrents que vous avez identifiés? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de leur proposer de mettre une dose de coopération dans ce monde des brutes et de concurrence? Est-ce que vous maîtrisez suffisamment la procédure? Est-ce que vous avez besoin d'en parler à nouveau avec nous ou votre avocat ou que ce soit d'autre? Et surtout, et ça c'est ce qu'on va voir là, c'est est-ce que votre proposition est suffisamment argumentée au vu des exigences exprimées par l'acheteur? Et les exigences exprimées par l'acheteur, ça passe par les critères de sélection des candidatures et des offres que vous retrouvez dans le règlement de consultation. Je passe hyper rapidement sur les offres pour pas trop vous perdre parce que ça concernera ceux qui sont admis à participer aux négociations. Vous voyez que vous allez juger sur 30% sur le prix, donc c'est finalement assez peu, hein. Généralement c'est plutôt entre 40 et 60%. Donc c'est cool, c'est une manière justement de mettre le paquet sur justement dans votre mémoire technique sur pourquoi techniquement vous êtes le meilleur, parce que vous êtes plus expert que les autres, parce que, enfin voilà, ça c'est la partie méthodologique, parce que vous avez voilà, l'expertise, ces notes-là, donc plutôt la note technique c'est 55%, mais il y a aussi toute la note sur votre démarche d'économie circulaire, votre innovation sociale, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Justement, l'innovation sociale, c'est entre autres l'appel à des structures d'insertion par l'activité économique. Donc justement, n'hésitez pas, justement dans le mémoire technique, il faudra justement quasiment répondre de manière à ce que chaque ligne, chaque point, et c'est la même chose pour la candidature, chaque point doit pouvoir permettre à rassurer Paris 2024 sur un de ces critères-là. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc ça, malheureusement, ce n'est pas des documents auxquels j'ai accès parce qu'ils seront fournis directement via Maximilien aux candidats admis à participer à la phase offre. Il y aura un pré-contrat qu'il faudra compléter. Il y aura un cadre de réponse qui vous mettront à disposition un nouveau tableau Excel. Voilà, cadre de réponse financier et technique qui seront 2 tableaux Excel. Il vous demande également un tableau prévisionnel de mise en œuvre, étant donné que je pense que le cahier des charges de la phase offre, il sera un peu plus précis sur les attendus, on va dire, temporels de mise en œuvre de votre prestation. Comme je vous disais, je passe rapidement sur l'offre parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse dans un premier temps. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la candidature, parce que on est dans cette première phase déjà. Donc, on est toujours jugé sur ses capacités financières et économiques d'un côté et ses capacités professionnelles et techniques de l'autre. Donc, d'abord, les capacités financières. Donc, vous êtes jugé sur le chiffre d'affaires en lien avec l'objet du marché sur les 3 dernières années. Donc, évidemment, sur toutes les prestations de sécurité que vous avez pu faire les 3 dernières années. Généralement, c'est la totalité de votre chiffre d'affaires, mais parfois, non. Je pense à ACM Events, je ne sais pas si je me trompe sur le nom, mais peut-être que vous faites aussi, vous, de l'accueil du public, plus simplement. Et ça pourra nécessiter dans la candidature de distinguer le chiffre d'affaires qui est le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires vraiment sur les prestations objets du marché, c'est-à-dire la sécurité privée. Vous voulez réagir? Je vais vous avez ouvert votre micro. Oui, en fait, toutes ces questions techniques, on peut les élucider. Nous, notre objectif, c'est aussi de pouvoir former les jeunes, parce que vous parliez de recrutement de jeunes qui n'ont pas de travail, diplômés depuis plus de 6 mois. Donc, nous, on est vraiment dans ce cas-là. Et on a comme objectif, bien sûr, de se regrouper avec des entreprises
Donc, ça correspond tout à fait aux critères que vous avez évoqués. Ok, oui, non, tout à fait. On reparle de ça après. Je pensais que vous aviez une observation justement sur le fait d'avoir sur le chiffre vraiment le chiffre d'affaires en lien avec l'objet du marché. Si 100% de votre chiffre d'affaires sur la sécurité privée, bah, vous valorisez 100% de votre chiffre d'affaires évidemment. Si c'est 75%, c'est ça qui sera pris en compte. C'est la Très partie du bien. chiffre d'affaires sur la prestation privée. Parce que vous faites aussi d'autres missions, c'est ça? Oui, on a aussi d'autres Ouais, c'est pour missions. ça. Voilà, on organise aussi des événements et il y a aussi de la restauration. Exactement. Bah, du coup, justement, Oui. ne sera pas pris en compte justement votre chiffre d'affaires sur les prestations de restauration. J'ai vu qu'il y a des mains levées. Je vous laisse la parole dans 5 minutes. Il me reste 3 slides à vous présenter. Donc 20% sur la capacité financière. Donc je rappelle qu'on additionne les chiffres d'affaires des personnes avec qui on se groupe. C'est important. Donc ça peut pas valoir le coup, effectivement, si on est une petite boîte, de chercher un gros, ou si on est deux moyens, bah, de se grouper. 50% sur les capacités professionnelles. Donc ça, c'est les effectifs qui sont dédiés à l'exécution du marché. Donc il va falloir vous indiquer à Paris 2024 bah, combien vous avez de personnes aujourd'hui, quelle va être l'équipe d'encadrement, combien vous projetez en avoir en 2024. Combien de personnes qui sont dans le recrutement, combien de personnes qui sont dans la gestion de projet et l'encadrement. Et donc ça, c'est la moitié de la note, hein, vraiment sur les moyens humains, en fait, en quelque sorte. Hein. Donc, il faut mettre le paquet là-dessus, il faut bien réfléchir à qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir être le plus impressionnant, en fait, hein, dans votre candidature. Et après, 30% sur les références, en fait. Hein. Notamment, si vous avez déjà, je pense à Audrey, qui a déjà bossé au Stade de France. Vous faites vos références, vous pouvez faire, vous mettez évidemment plus en avant, en fonction évidemment des lots. Si c'est sur un site de compétition sportive, vous mettez vos expériences déjà au Stade de France, en l'occurrence Audrey. Si c'est plus si vous candidatez sur la cérémonie d'ouverture, c'est plus sur les événements, on va dire, d'envergure dans l'espace public. Enfin voilà, il faut prendre les références qui sont les meilleures par rapport au lot. Par rapport à la pertinence du lot que vous visez. Donc, je vais les montrer, très rapidement et normalement, vous les avez déjà téléchargés. Donc, il n'y a que quelques pièces à rendre pour la candidature. Ils vous ont fourni un format, 2 documents Excel d'ailleurs. 2 documents Excel qui permettent de vous présenter, à la fois de présenter le groupement, donc la fiche de candidature globale, et un autre document qui permet de présenter chaque membre du groupement, un peu plus précisément. Donc voilà, où en gros, ça vous a fait, entre guillemets, il vous mâche un petit peu le travail. Il n'y a pas besoin de réaliser vous-même ce cadre de réponse. Il faut sélectionner les bonnes lignes, il faut s'assurer que c'est bien complet. Il faut s'entendre avec les autres, justement, quand on y va en groupement, pour additionner en fait, les infos que vous retrouvez dans chaque document individuel et qui se retrouvent dans le document global. J'essaie de les montrer très rapidement. Voilà, alors, donc là, le tableau de mise en relation que je vous invite toujours à remplir. Hein. Donc le premier document, donc c'est celui-là, donc fiche de candidature et technique, c'est le document global. Donc en gros, première page, on va reprendre les informations sur le groupement. Ici, notamment, il faudra indiquer une forme juridique. Là, ce ne sera pas une forme juridique type association, SAS, SARL. Là, ce sera groupement solidaire, justement, la forme juridique. Précisez les lots ici que vous serez. Enfin bref, c'est le dossier de candidature globale. Notamment, donc là, il faudra vous indiquer ligne par ligne ce que vous avez envie de faire. Oui, non, oui, non. Donc vous, ce format Excel là, c'est format Google Doc chez moi, mais ça marchera pareil. Et là, la réponse technique, justement, là, justement, il faut vous indiquer combien vous avez de personnes actuellement sur chaque mission et combien vous aurez de personnes estimées sur chaque type de mission et chaque intitulé de poste en 2024. Sur ce document-là, il faudra vous faire les additions justement en fait, il y a à peu près le même tableau qui sera sur les documents individuels et en fait, il faudra tout simplement additionner chaque tableau du groupement et faire les sommes sur ce tableau final. Et après, une seconde. Ce document-là, on l'a reçu en amont, c'est ça? oui, il est dans le dossier de consultation, ouais, si vous l'avez Ok. D'accord, ouais, pardon. il est dans. Non, pas de souci. Et là, je passe au document individuel. Vous voyez, c'est globalement la même chose. Hein. Et un DC1 et un DC2, c'est la même chose. C'est des redites, sauf que là, ça apporte des informations supplémentaires sur chaque candidat, chaque sous-traitant, chaque co-traitant. D'ailleurs, les sous-traitants doivent également le remplir, hein, spécifiquement. Et pour ça, ce c'est ce marché. qui doit être rendu au mois de juin.
Ce qui va être rendu pour le 3 juin, ouais, effectivement. Donc là, sur ce document individuel, chacun indique ça, mais vous voyez, c'est le même tableau. Donc bien faire attention à pas confondre les deux. Il y en a un qui est pour la somme des parties, et il y en a un pour chaque partie. Il y a également le modèle d'engagement de confidentialité, qui est un document un document Word à compléter et à signer, hein, pour évidemment l'engagement de confidentialité. Ça vous engage à garder secrète, notamment tout ce qui va être la phase de négociation et les informations qui vous sont partagées dans le DCE de la phase offre. Vous avez aussi le droit de, justement, si vous n'êtes pas, vous avez le droit d'ajouter également tout document qui, selon vous, est susceptible d'aider Paris 2024 à comprendre et à vous juger sur vos capacités professionnelles, sur les capacités financières, sur les références. Par exemple, vous pouvez, le chiffre d'affaires, il est inclus dans le tableau ici, hein. Vous serez tenu de l'indiquer ici, votre chiffre d'affaires, ici. Mais vous pouvez aussi, par exemple, et même si ce n'est pas obligatoire, donner les 3 derniers bilans et comptes de résultats de votre entreprise. Ça, c'est en gros, Paris 2024 vous laisse le luxe. N'en faites pas non plus des caisses, hein. Le cadre de réponse, il est suffisamment complet justement et réfléchi pour permettre de juger les candidats similairement sur le même document. Mais si vous voulez un petit peu compléter ça par des documents un peu plus formels ou un joli document de référence, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Paris 2024 vous autorise. Ce que vous pouvez aussi faire, même si ce n'est pas facultatif, c'est également de prévoir en amont la réalisation des documents relatifs à la non-interdiction de soumissionner. En gros, si la preuve que vous n'êtes pas condamné pour fraude fiscale au tribunal, enfin des choses comme ça. Normalement, c'est indiqué dans le règlement de consultation. C'est facultatif jusqu'à l'attribution du marché, sauf qu'à l'attribution du marché, vous aurez souvent 1 semaine, 10 jours pour produire ces pièces-là. Donc toujours, pas forcément le faire aujourd'hui, mais gardez en tête qu'il y a des pièces, et des délais à produire et des délais à respecter, et voilà, les marchés publics, c'est de la rigueur, quoi. Ah ouais, donc ce que je vous disais, hein, là, petit rappel de tableaux qu'on a montré. Le premier, la fiche de candidature est technique. Ah mince, excusez-moi. Petite erreur de ma part. J'ai pas... Il y en a, du coup, vous aurez compris qu'il y a une petite erreur dans les titres. Il y en a la ligne du dessous, c'est censé être la fiche de présentation co-traitant, agence, sous-traitant. Je modifierai le PowerPoint avant de vous l'envoyer, évidemment. Donc le premier, c'est un dossier de candidature globale à remplir une seule fois par groupement. Ça peut être par exemple le rôle du mandataire, un rôle que vous donnez au mandataire, comme on l'a vu plus tôt, de coordonner les informations. Et le second document, c'est plus le document plus précis pour chaque membre, à remplir par chaque co-traitant ou sous-traitant. Voilà, je suis arrivé au bout de ma présentation. Je vous laisse ici mon contact, si vous voulez le noter. De toute façon, il est à nouveau dans le tableau que je vais renvoyer et je vais dans 1 minute couper la présentation pour pouvoir vous voir un peu plus et qu'on puisse discuter sur les 20 minutes qui restent. Est-ce que vous avez des questions, du coup, notamment sur des points de procédure, sur le besoin, comment vous vous sentez? Est-ce que ou peut-être nous faire un check-up de d'où est-ce que vous en êtes, de comment vous vous sentez là pour l'instant? Voilà. Est-ce que vous avez déjà téléchargé? Est-ce que vous vous sentez perdu? Est-ce que vous y allez tout seul, etc., etc. La parole est à vous, dans la bonne organisation, bien sûr. Je prends la parole. Allez-y, hein, c'est à vous de vous gérer. On m'entend? Ouais. Ok. Moi, j'avais une petite question tout à l'heure par rapport au tableau des documents à fournir. Par rapport aux documents à fournir, c'était concernant les chiffres d'affaires. Il ne faut pas oublier qu'on a passé une période de Covid très compliquée. Très compliquée, qui veut dire que pour certains, malgré la concurrence ou un accroissement d'activité dans la sécurité privée, on n'a pas bossé. Et on a fait 2 ans et demi, quasiment 3 ans bientôt de Covid, et c'était compliqué pour les petites structures déjà de bosser. Déjà les grosses structures avaient déjà plus ou moins du mal, mais parce qu'ils avaient déjà des contrats périns qu'ils avaient déjà signés en amont depuis des années. Mais pour les TPE comme nous ou les PME, l'activité était de zéro. Donc maintenant, quand on doit indiquer le chiffre d'affaires, on indique quoi?
Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas susceptible de continuer l'aventure ou de s'engager à fournir les autres documents, parce que si on doit regarder les 20% du chiffre d'affaires, eh ben, pour ma part, c'était très, très, très compliqué. Ok. Ouais, question complètement légitime. Donc ça, vous pouvez peut-être la poser à Paris 2024 sur Maximilien pour avoir une réponse officielle, vraiment, de qu'est-ce qu'ils envisagent. Ils ont bien en tête, je pense qu'il y a eu le Covid, hein, ils ont eux-mêmes Bah eu oui. des retours. Mais effectivement, vous pouvez attendre d'eux une réponse officielle sur, de poser la question, comment les chiffres d'affaires vont-elles être pris en compte, sachant qu'ils sont souvent sous-évalués par rapport à une période d'activité usuelle. Ce que vous pouvez faire justement, et c'est ce qui était indiqué, c'est que vous pouvez produire tout autre document permettant à Paris 2024 de vous juger sur vos compétences. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi envoyer vos comptes de résultats 2017, 2018, 2019 dans un document séparé. Vous faites un petit PDF avec un petit texte, note d'intention. Bonjour, nous avons particulièrement souffert lors du Covid. Nous avons fait une perte de chiffre d'affaires correspondant à X. Et du coup, voilà, et justifier en période d'activité usuelle que nous espérons retrouver grâce à l'amélioration des conditions sanitaires / les perspectives événementielles arrivant en France, nous espérons retrouver un niveau d'activité semblable à celui de 2017. Voilà, moi ce que je vous répondrais, pour ça. D'accord. Mais Merci. je vous inviterai aussi à aller chercher bien une réponse officielle. D'accord, très bien. Juste une dernière question. Moi, c'était juste pour le tableau qu'on a besoin, que vous nous avez montré en premier, vous savez, pour remplir les coordonnées. Le premier petit tableau, on le retrouve où? On doit vous indiquer. Alors, il est dans le chat, donc là, je vous invite à l'ajouter en fait à votre drive. C'est un tableau partagé, hein, donc il est à vous aussi. Vous l'ajoutez à votre drive et moi, dans tous les cas, je vais envoyer un mail en fait de bilan où il y aura le PowerPoint et le lien vers ça. Donc peut-être déjà D'accord, ok. gardez-le ouvert. J'ai vu qu'il y en a Parfait. qui l'ont rempli, mais finalement assez peu de personnes. Peut-être parce que vous n'avez pas envie, effectivement, que vous avez bien le droit de mettre vos informations. Cela dit, si vous vous sentez seul pour répondre à ce marché et que vous ne le remplissez pas, ça va être compliqué d'être contacté si ce n'est pas le cas. Enfin voilà, dans tous les cas, je vais vous l'envoyer et je le mettrai aussi à disposition. Donc là, évidemment, on a un petit groupe qui se forme, hein. Il y a un petit groupe qui se forme, mais je le mettrai aussi à disposition de toute personne qui se tournera vers moi dans les semaines à venir et qui me dit je connais personne, mais j'ai envie de répondre. Bah, je dirais, entre autres, moi, je peux te fournir ce fichier-là de personnes gentilles et sympathiques et très très belles qui ont décidé de la jouer collective. Ok. Thomas, il y avait une question dans le chat de Fatou Ferrialo qui demandait en cas de groupement, la phase de négociation se passe avec tous les membres du groupement ou uniquement avec le mandataire? Bonne question. Bonne question, j'ai pas la réponse. Il faudra poser la question. Je pense que c'est à vous de voir, hein. Je pense que tout le monde a le droit de venir à la négociation, effectivement. Il faudra juste effectivement parler d'une seule et même voix. Ça peut être le rôle du mandataire, effectivement, a fortiori, justement, si le groupement est, par exemple, vraiment une TPE de 2 à 10 salariés, 2 TPE qui se groupent avec une boîte qui a 1000 salariés, on peut imaginer qu'un boîte de 1000 salariés peut défendre le bon gras de tout le monde, quoi. Je ne sais, j'ai pas la réponse. Je vous invite à la poser sur Maximilien. Mais c'est une question très intéressante, effectivement. Comme je l'avais dit, le mandataire n'est pas le chef du groupement, c'est juste le référent. Mais effectivement, si vous pouvez lui donner ce rôle de maître en négociation, effectivement. Ou le donner à quelqu'un d'autre du groupement, pas nécessairement le mandataire. Ouais, Abri City, vous pouvez évite de se couper la parole, vous pouvez la prendre la parole. Je voudrais bien poser une question. Allez-y. Hein. De toute façon, on va laisser tout le monde poser ses questions. Allez-y. Donc, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure concernant le chiffre d'affaires, nous, on produit tous les ans un bilan et compte de résultats sur notre activité globale. Donc, si j'ai bien compris, on devra donc, même si on est regroupé, chaque structure devra fournir un compte de résultats, un bilan sur l'activité uniquement sécurité, gardiennage. Et donc, après, on le met dans le tableau, c'est ça? Non, alors vous n'avez pas à produire. Vous n'avez pas à produire un compte d'activité synthétique simplifié. Ça, c'est vous, si vous décidez d'ajouter une pièce supplémentaire
pour prouver que le numéro que vous indiquez dans le tableau Excel est bien justifié par les documents que vous avez produits. Non, ce qu'il faudra faire, c'est de prendre compte des résultats et d'additionner toutes les lignes des produits qui répondent à l'activité de sécurité privée et de le mettre dans le tableau Excel. D'accord. Et tout ce qui concerne aussi, dernière question, les agréments. Nous, on est en développement SIAE. Donc, pour tout ce qui est les agréments CNAPS, on nous laissera un délai. On peut postuler, on nous laissera un délai avant de l'obtenir. Parce que on sera sous couvert de l'entreprise qui va obtenir le marché. Donc, nous, on n'aura pas besoin de cet agrément. Ou il nous le faudra quand même. Je pense qu'il faudra. Enfin, ça, je sais pas. Là, je pense. Là, je dis bien je pense. Hein. Ce n'est pas une réponse officielle, que je vous invite à aller chercher la réponse officielle sur Maximilien. Je pense que oui. J'ai vu plein de fois écrite dans le tableau, il faut que personne, il ne faut pas qu'il y ait une seule personne qui n'ait pas une carte professionnelle. Voilà. Ça, malheureusement, c'est plus des sujets qu'il faut voir soit avec l'État, du coup, notamment la personne, j'ai oublié son nom, et son service qui était intervenu vendredi dernier, soit voir ça directement, du coup, avec les opérationnels de la sécurité de Paris 2024 qui ont forcément pensé à ces questions-là. Je pense qu'effectivement, il vous laisseront un délai. Hein. Je pense que ça fait du sens, vu que la prestation, c'est dans 2 ans, même s'il faut la préparer dès aujourd'hui, son recrutement et sa formation. Ce serait un peu idiot de rejeter toutes les personnes qui vont obtenir d'ici à 2024 la certification CNAPS. Parce que le président de notre association, lui, il l'a, mais voilà. Je me renseignerai. Merci beaucoup. Pas de souci. Alors, allez-y, Abricity, c'est ça? Oui, c'est cela même. Paul Méline. Voilà, je revenais un peu sur les agréments de palpation. Il est entendu qu'on sera appelé à grossir nos effectifs à l'approche des Jeux. Et actuellement, il est besoin qu'une entreprise qui emploie des agents, malgré que ces agents aient déjà leur propre agrément de palpation, puisse en faire la demande auprès du CNAPS. Il y a toujours un délai de délivrance. Et pendant les Jeux, j'imagine mal que ce soit un exercice aisé. Est-il besoin de peut-être entrer en contact avec les CNAPS pour qu'ils ne considèrent que les agréments des agents qui l'ont déjà obtenu? Ou ils peuvent assouplir un peu cette procédure pour dire, tiens, voilà, si les agents ont déjà leur formation en palpation, ils peuvent néanmoins intervenir sur le marché sans que l'entreprise qui les emploie à la dernière minute ait à en faire la demande en plus. Oui, ok, très clair. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Question un peu. C'est pas. Enfin, moi, je me doute bien, mais je me dis, y a-t-il une instance auprès de votre organisation qui pourrait peut-être prendre langue avec les CNAPS pour les sensibiliser sur cela? Parce qu'il y a un turnover important. Ouais, j'entends. Nous, c'est quelque chose qu'on peut faire remonter, qu'on peut peut-être faire remonter à la direction interministérielle aux Jeux Olympiques, qu'on peut faire remonter à Paris 2024. Je vous laisse mon mail dans le chat. Est-ce que vous pouvez me faire un petit mail sans que ça vous demande trop de temps, que je pourrais transmettre à qui de droit, Mais on a Oula, non, pardon, c'est mon adresse perso. Très bien, on le garde. Je peux peut-être apporter un élément de réponse. Oui, voilà, justement. Moi, ce que j'allais vous dire, c'est poser la question aussi sur Maximilien. Envoyez-moi un mail pour que je puisse la transmettre. Et surtout, est-ce qu'il y a des personnes qui ont un avis à donner là-dessus? Oui, moi, Non, vas-y. Chacun son tour. Alors, il y a 3 personnes. Je pense que les agréments de palpation, sauf si je dis une grosse bêtise, ne sont plus obligatoires. Il y a eu une évolution par rapport à ça. Les agents de sécurité qui ont la carte pro maintenant, automatiquement, on considère qu'ils ils ont un agrément de palpation. À vérifier, mais je pense que c'est ça. Il y a eu une évolution là-dessus. Je valide. Très bien, c'est noté. Je pense aussi, si je peux compléter, c'est que par rapport, comme je forme aussi au niveau des CQP, agents de sécurité privée, agents de prévention de sécurité, dans le module CQP palpation, je veux dire, à l'issue de ta formation de 5 semaines, tu es validé dans la partie aussi palpation. Donc, c'est vrai que c'est plus logique d'avoir ta palpation automatiquement après avoir passé ton examen final. Parce que dans le module d'APS, il y a le module,
Bien Il y a la sûr, palpation. bien sûr. C'était ça, déjà c'est le cas logique. avant. J'ai accompagné, je portais le stade d'Amiens, où je mettais jusqu'à 170 agents pendant 2 ans et demi. Et je vous assure que malgré que ces agents avaient leur palpation obtenue au cours de leur formation, il était besoin que les entreprises qui les employaient en fassent la demande de nouveau. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, oui. Mais ça que c'était je juste il y a quelques mois. C'est pour ça Oui, avec, oui, tout à que je fait. soulève ce à la problème. suite de la... Paul, C'était juste il y a quelques mois. je voudrais préciser, Paul, tu as raison, jusqu'à ce que ça ait évolué. Merci aux beaucoup. différentes Merci réformes beaucoup. du CNAP il y a quelques mois. Voilà. Merci Exactement. beaucoup. Merci encore. Bon, de toute façon, il faudra quand même faire le point avec le CNAPS téléphoniquement ou par mail ou c'est quoi, parce que c'est vraiment dur à les avoir. C'est très compliqué à avoir le CNAPS. Donc, est-ce que peut-être on pourrait demander un document officiel, peut-être, où il y a un arrêté qui est sorti, avoir cet arrêté-là ou Voilà, ceux qui en ont peuvent en Est-ce mettre que- en disposition des autres. Voilà, oui. Ça, c'est pas mal. Je ne sais pas, peut-être via le groupement des entreprises de sécurité qui peut porter ces questions au niveau du CNAPS, parce que ça reste quand même un gros truc. Et ceux qui sont au courant ou informés de cette évolution peuvent nous produire le texte Oui. que l'on va complètement. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi ça je ne sais pas, une tête de réseau? Est-ce que vous avez une tête de réseau dans la filière de la sécurité privée? Non, oui. Bon, enfin, il y a des syndicats qui se positionnent. Il y a voilà. Mais peut-être aussi se tourner vers eux justement pour porter ce message à l'État. C'est un syndicat, mais c'est une adhésion volontaire. Bon, là, chacun se débrouille un peu pour se rapprocher du CNAPS et connaître les évolutions. De toute façon, le site du CNAPS informe aussi largement sur les évolutions de la législation. Ok. Voilà. Il y a un lien qui a été partagé là. Sur les agréments sur la palpation. Alors, il va nous rester 5 minutes. Moi, je vais devoir... Enfin, 5 minutes avec un petit peu de drap. J'ai une question, excusez-moi. Qui est-ce? C'est Tim Ramadou pour Evergreen. Respect sécurité. Ouais, super. Ouais, bah justement, j'allais vous donner la parole assez vite, mais... D'ailleurs, c'était sur le début de présentation, vous parliez de créativité et de rigueur. Et j'aurais souhaité savoir s'il était possible de proposer ou d'envisager une prestation ou une compétence qui n'était pas évoquée au sein du marché, où c'est totalement, quand vous parlez de créativité, où j'étais totalement à côté. Non, malheureusement. Alors, je vais vérifier, mais a priori, je crois que vous êtes à côté. Il faut que j'aille vérifier, justement. Ça va dépendre des règles du jeu. S'il y a une variante, s'il y a ce qu'on appelle des variantes et des options qui sont autorisées, oui, vous pourrez proposer vous pourrez en fait répondre à l'offre de base et proposer quelque chose de séparé. Mais si ce n'est pas autorisé, c'est un coup à être éliminé pour l'entrée régulière. D'accord. Mais je réponds ça vite. Alors, variante n'est pas autorisée. Option n'est pas autorisée. Alors, cela dit, donc c'est pas autorisé sur le format écrit. Après, cela dit, c'est à ça que ça sert la négociation en fait. Les négociations, ça va servir à dessiner la prestation en se parlant quoi. Enfin, ça marche toujours mieux. Ça marche toujours mieux un échange en tête-à-tête qu'un échange de mail en fait. Et ce sera cette logique-là en gros. Paris 94 vous demande de réfléchir sur une base conçue, mais in fine, vous êtes sur le terrain. Eux, ils ont conçu des choses peut-être moins sur le terrain, ou au contraire vraiment très sur le terrain. Et justement, ça va être confronter ces visions-là de vous, comment vous envisagez la mission, qu'est-ce que vous pouvez proposer en plus. Ce sera plutôt au moment de la négociation qu'il faudra évoquer ça. D'accord. Et quand je parlais de rigueur et de méthodologie, et de méthodologie, c'était pour un petit peu illustrer ces deux phases. Ces deux phases de candidature et d'offre. Là, la phase candidature, c'est du bête et méchant. Hein. C'est du remplir un tableau Excel, c'est faire des documents de référence, etc., etc. Au moment de l'offre, là où vous allez devoir faire une projection de planning, des choses comme ça, c'est là où ça demande, c'est le côté créatif. C'est ça que j'imaginais un peu plus. Après, c'est pas non plus être musicien, écrire une chanson, faire un tableau. Non. Mais voilà, la phase candidature, en théorie, ne fait pas trop appel à vos neurones, sauf à garder une certaine vigilance et à respecter vraiment très très fermement les règles du jeu. Bien sûr. Et il y avait, donc Vergreen avait pas une question, a baissé la main, mais avait une question plutôt, c'était Deven Private Security.
Non, non, c'est bon. Je voulais apporter des précisions par rapport à la question de Paul sur les agréments. Donc, c'est ça. Je vois que MCS a mis le lien avec le texte qui dit que les agréments de palpation ne sont plus obligatoires. Voilà. Ok, donc même pour les entreprises, alors, du coup. Bah oui, forcément. Ok. D'accord. Bah, tant mieux, ça. Parce que sinon, bon, en plus, quand tu fais la demande, c'est un peu galère. Après, l'administratif avec le CNAPS, tout le monde connaît comment c'est compliqué avec eux. Donc, tant mieux, c'est nous enlever une épine du pied. Je fais confiance sur la connaissance des difficultés administratives inhérentes à votre secteur d'activité. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, cher partagé, si personne d'autre a des questions, je repose la question. Moi, j'ai une question, si ça ne vous dérange pas. Juste un dernier rappel. J'ai remis une dernière fois le lien vers le tableau dans le chat. Désolé de vous harceler avec ça. Ouvrez-le, enregistrez-le, que sais-je. Et surtout, revenez-y. En fait, revenez-y un peu plus tard. Peut-être déjà, mettez votre contact. Et après, renseignez également les lots qui vous intéressent. J'ai une colonne pour ça. Et en fait, c'est compliqué de savoir si vous êtes à Lille, sauf si vous avez évidemment indiqué votre localisation. Mais pour aider les autres, essayez d'indiquer, dans la mesure du possible, les lots qui vous intéressent le plus pour que voilà, les mises en relation ne soient pas inutiles, quoi, que vous n'ayez pas même à perdre 2 minutes sur une personne qui ne répond pas sur la même prestation. Ok, donc on peut mettre plusieurs lots, plusieurs numéros de lots. Oui, voilà, c'est ça. J'ai essayé de créer une liste déroulante, mais c'était possible de faire qu'un seul choix. Et du coup, je n'étais pas très fan de vous laisser qu'un seul choix. Donc, je laisse l'indiquer à la mano. Madame, qui voulait poser une question ? Oui, j'avais une question par rapport à la clause sociale d'insertion. Est-ce qu'elle peut prendre en compte, pas forcément les gens qui vont travailler, mais par exemple une société du groupement, dans le cadre où intégrer dans un groupement une société qui a été touchée durement par le Covid et qui n'a pas eu d'activité pendant tant de temps, ou ce genre de choses. Est-ce que ça, c'est possible d'axer la clause d'insertion sur une société du groupement plutôt que, par exemple, sur les personnes qui vont travailler ça découle, hein, mais plutôt que sur les employés directement. Non, je comprends tout à fait. Est-ce que c'est éligible ou pas? Je comprends tout à fait votre question, mais non, justement, la clause d'insertion ne s'applique pas aux entreprises, mais bien aux personnes membres de l'entreprise. Là, c'est plus ce que vous dites, c'est plus, je pense, c'est plus une intention. Ce serait plus passé par l'intention de parler 2024 en mode, voilà, nous encourageons fortement les grosses entreprises à se grouper avec des entreprises plus modestes de manière à assurer des retombées économiques dans une phase économique un peu compliquée. Mais non, ce n'est que les personnes des entreprises qui sont considérées par les clauses d'insertion, d'où le fait que je vous ai présenté spécifiquement les structures d'insertion par l'activité économique, notamment dont ACM Events va essayer de devenir une structure d'insertion par l'activité économique. Et nous, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de vous mettre en relation avec justement ces entreprises qui connaissent, dont le job, c'est de recruter et de donner de l'emploi et des opportunités de stage, des opportunités professionnelles à des personnes éloignées de l'emploi. Donc, ça s'applique aux personnes, pas à l'entreprise, malheureusement. Okay, mais c'est par rapport au discours qui nous a été tenu lors de la réunion de vendredi dernier. C'est quand on nous a fait comprendre quand même que c'était les jeux de l'inclusion, qu'on voulait qu'il y ait des retombées sur le territoire économique de la Seine-Saint-Denis. Et ces sociétés-là aussi en font partie. Donc, c'était une manière également d'intégrer les structures qui ont pu avoir des difficultés financières, qui ont pu ne pas avoir d'activité pendant un certain temps. Donc, c'est pour ça que je posais la question. J'entends. Et donc, je vois pas comment ces structures-là, puisqu'on nous dit que les TPE sont aussi acteurs et qu'on en a besoin, dans quelle manière on compte les inclure? Parce que dans les critères qui sont donnés, il faut du chiffre d'affaires, il faut des références. Comment on inclut une TPE qui a été touchée par le Covid ou qui vient de commencer et qui n'a en 10 ans? C'est les jeux de l'inclusion et on veut inclure tout le monde. Et voilà, c'est comme on a l'impression qu'il y a une différence entre ce qui est dit, la communication, et la réalité de ce qu'il va falloir rendre et sur quoi on va être jugé. Exactement. J'entends tout à fait. Hein, et la question légitime, c'est juste qu'il y a eu une confusion sur l'action d'insertion. Vraiment, l'action d'insertion, c'est pas permettre de faire du business, c'est pas du développement économique. L'action d'insertion, c'est développer l'emploi pour les personnes éloignées de l'emploi. Et ça passe par faire remporter des marchés à des boîtes qui derrière ont des besoins de recrutement. Donc, c'est quelque chose qui est complètement différent de effectivement ouvrir l'accès à la commande publique comment on fait pour ouvrir l'accès à la commande publique aux petites TPE, PME, parce que in fine,
pour qu'elles aient leur action d'insertion, c'est en ayant remportant le marché, en ayant du chiffre d'affaires qu'elles vont agir. Tout à fait. Oui, Thomas, non, ça, je c'est voulais juste. effectivement, désolé, je vous laisse la parole, Paul. C'est en l'agent collectif, c'est en essayant soit de contacter ses partenaires déjà existants, soit d'aller voir ses concurrents, soit de se tourner vers nous pour obtenir des contacts d'aller voir les plus grosses boîtes du secteur pour leur dire je suis prêt pour être co-traitant ou sous-traitant. C'est la démarche commerciale. Mais dans cette Donc, démarche commerciale, excusez-moi, je voulais juste terminer, dans cette démarche commerciale, est-ce que le fait pour un groupement de prendre une société qui n'a pas eu beaucoup d'activités ou qui n'a pas eu de chiffre d'affaires, c'est pas non plus pénalisant dans la réponse, puisque en fait on additionne les valeurs de chaque société. C'est la question que je me posais aussi. Non, mais justement, vous additionnez, mais pas pour faire une moyenne derrière. Vous additionnez pour faire un total. Alors, une entreprise de 1 million qui fait 1 million de chiffre d'affaires, une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires, ça va faire 2 millions de chiffre d'affaires. Ça va pas faire la moyenne des deux. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut, même quand on est une petite qui a très peu de chiffre d'affaires, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de se faire embarquer par une ou plusieurs boîtes qui ont un plus gros chiffre d'affaires que soi. Okay. Voilà. Après, la question, c'est l'identification et le fait d'avoir une contractualisation, parce que ça ne suffit pas de dire bonjour, je suis intéressé. Derrière, il faut que la rencontre humaine se fasse. Donc c'est pour ça que moi, dans un premier temps, je vous invite à peut-être déjà parler entre vous. Vous avez vu, vous êtes des personnes qui sont intéressées pour ce marché. Après, voir avec les partenaires que vous connaissez déjà. Et après, pourquoi pas aller voir des partenaires que vous ne connaissez pas. Mais ça nécessite un peu plus de temps de rencontre, de séduction, de mise en confiance. Ouais, c'est plus la séduction et l'acceptation de la plus grosse boîte qui est en face. Si je peux me permettre juste une question et en même temps une information. Nous accompagnons au travers d'une structure des gens éloignés de l'emploi par une remobilisation vers l'emploi, vraiment des gens très très éloignés de l'emploi. Nous menons ces actions dans la ville de Noisy-les-Grands, ça a rencontré les faveurs du pouvoir public. Je me disais, ces gens vont évidemment tendre vers les formations de la sécurité pour certains, mais d'aucuns, ils se dirigeront évidemment vers le service d'accueil et autre chose. Je me demande si il est besoin de spécifier dans le personnel que nous portons ou que nous présentons également des gens qui sont destinés à l'accueil, au service d'accueil et autres services. Ça, je pense et qui rejoindrait évidemment la clause sociale que vous avez évoquée tout à l'heure. Je ne sais pas trop, parce que pour moi, le service d'accueil, ça va être un petit peu séparé. Ça va être plutôt des missions événementielles parce que là, je réfléchis en fait aux missions, la mission notamment hospitalité, où vraiment c'est la surveillance des zones VIP, mais c'est vraiment que la surveillance et la sécurité, c'est pas l'accueil. Je pense que ce sera sans en être certain, je pense que ce sera d'autres prestations encore, et notamment en fait sur les sites de compétition, il y aura d'autres entités qui seront à côté de Paris 2024 pour livrer, et c'est peut-être du coup le consortium du Stade de France qui passera le marché privé d'accueil du public in fine. D'accord, ok. Et cela va être dans la suite de ces appels d'offres que vous lancez. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ce sera dans la suite des appels d'offres en cours. Alors, les deux. Soit ce sera des marchés subséquents attribués à des personnes déjà attributaires d'un des lots de cette consultation, soit ce sera des marchés différents, parce que Paris 2024 a décidé de lancer une nouvelle procédure, ou alors parce qu'elle se repose sur la Fédération française de tennis pour assurer le recrutement du personnel de sécurité sur le site de Roland-Garros. Il est besoin dans la présentation alors de faire valoir qu'on a également ce type de personnel. Vous pouvez, je pense, ouais. Après, par exemple, est-ce que le formulaire, il demande dans la réponse technique, justement, est-ce qu'il indique des agents d'accueil? J'ai pas l'impression. Et comment on peut… Même chose, poser ça sur la question sur Maximilien, vous pouvez poser une question très simple, type devons-nous… en vrai, vous pouvez aussi… Attendez, je veux bien que vous posiez la question sur Maximilien, mais je repartage mon écran pour vous montrer une petite subtilité. Je partage mon écran cette fois en total. Regardez, vous pouvez ici rajouter des lignes. Vous avez le droit de rajouter des lignes sur ce tableau. Donc peut-être que vous pouvez, ça ne vous coûte rien, hein, de rajouter les agents d'accueil. Hein. Même si vous ne serez pas forcément jugé là-dessus, rien ne vous coûte d'ajouter les agents d'accueil que vous avez déjà en interne.
Voilà. Et peut-être doubler d'une question à Paris 2024 pour l'officialiser. Mais voilà. Le fait de leur renseigner ne peut pas vous porter préjudice, en tout cas. Même si vous Absolument. Et d'autant plus que ce sont des gens éloignés de l'emploi et qui rentrent dans les clauses sociales. Top. Très bien. Merci. Merci, Paul. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que je vais devoir vous laisser. J'ai déjà une autre réunion qui a commencé. Je m'en excuse. Sinon, alors, comme je vous disais, hein, je répète, le tableau, il existe. Et nous, on est à votre disposition pour discuter, si besoin, un peu plus en bilatéral sur vos stratégies, sur vos besoins de groupement, justement. Enfin, voilà. Et pour info, prochaine étape, là, on va envoyer un mail dans l'après-midi, ou peut-être lundi avec le livrable de ça et le lien vers le tableau. On va régulièrement ouvrir ce qu'on va appeler des hotlines, en gros. Enfin, nous, on reste disponible tout le temps. Vous nous envoyez des mails, vous nous téléphonez si vous voulez qu'on parle de ce marché-là. Mais on va très spécifiquement ouvrir des hotlines, c'est-à-dire qu'on va, je pense qu'on va faire ça 2 fois. A priori, une fois ce mardi-là, de 11h à 13h, et une autre fois, on va dire une semaine avant la date limite de réponse. Les hotlines, ça servira à vous offrir une sorte de... Enfin, je vais me connecter, j'ouvre une salle de visio, un peu comme aujourd'hui. Je serai connecté avec les collègues de la Fabrique des Jeux, quelques collègues à moi. Nous, on sera en train de travailler, de répondre à nos mails. On sera juste connecté sur cette salle de visio et on s'attend à ce que des personnes se connectent pour venir parler. J'ai commencé à regarder les pièces du marché, il y a ça qui me pose problème. J'ai commencé à m'intéresser à la chose, j'aimerais me grouper. Enfin, voilà. En gros, on va ouvrir une salle de visio à laquelle vous avez le droit de venir vous connecter à l'heure que vous voulez, entre 11h et 13h, pour venir poser vos questions et qu'on vous offre un petit peu d'appui sur un temps dédié. Mais vous pouvez aussi tout à fait prendre rendez-vous par mail pour qu'on en parle sur un autre temps si vous n'êtes pas dispo ce mardi. Bref, tout ça, ce sera dans le mail bilan que je vous envoie cet après-midi ou lundi matin, avec le livrable, cette présentation avec quelques liens cliquables pour aller plus loin sur certains concepts. Si vous voulez vous inscrire pour vous former, hein, c'est un peu l'objectif pour moi ce matin, puisque je ne suis pas en mesure de répondre précisément à toutes les questions très techniques que vous posez sur le CNAPS, sur le fonctionnement des missions, sur les choses comme ça, parce que je ne suis pas du monde de la sécurité. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est m'assurer que de vous apporter un petit peu de connaissances générales sur les marchés publics en prenant pour illustration tous les éléments spécifiquement de ce marché pour essayer que la procédure soit la plus claire. Voilà, moi j'étais assez content de l'ambiance, de mon animation. J'espère que vous avez trouvé pas forcément tout ce que vous étiez venu chercher, mais au moins le début, la confiance pour y aller sereinement et la motivation pour y aller à plusieurs et rencontrer ce beau marché. Vous étiez très juste pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Merci beaucoup, Thomas. C'était très bien, très clair. C'était formateur. Je peux dire,